Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. L'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée par Didier Deplège, est présentée aujourd'hui par Marie-Thérèse Debrosse. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une émission un petit peu particulière avec deux invités prestigieux, mais qui vont nous apporter un regard tout à fait différent sur ce dossier OVNI que vous suivez. Alors d'abord, Romuald de Terrier que nous recevons, qui vient de faire paraître un bouquin qui s'appelle La danse du serpent et qui est paru des éditions Chaman édition numérique. Chaman édition numérique, donc vous pourrez le trouver sur Internet et je pense sur Amazon Oui, bien également. sûr. Bon, il vient de sortir, c'est tout récent. Il a publié auparavant un autre livre qui s'appelle Les plantes psychotropes et la conscience, qui est paru chez Alphée, c'est-à-dire chez Jean-Paul Bertrand. Et vient nous rejoindre, c'est une véritable cerise sur le gâteau, Yann Kounen. Bon, on n'a pas besoin de présenter Yann Kounen. Je pense que vous avez tous vu euh, au moins deux de ces films qui parlent vraiment des ouvertures de la conscience, c'est-à-dire Mondes intérieurs et Blueberry. Mais c'est également l'homme qui a fait Doberman 99, etc. Et qui a publié, passez-le-moi, tout récemment aux éditions Mama, Carnet de voyage intérieur. Alors, nous sommes là avec des voyageurs d'un type très particulier parce qu'ils ne voyagent pas pour regarder les beaux paysages, ils regardent pour vivre des grandes aventures intérieures, des aventures tout à fait particulières parce qu'elles ouvrent, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les portes de la perception. Tant Romuald que Yann ont l'habitude de se rendre, notamment au Pérou, pour ingérer une substance dont vous avez dû souvent entendre parler maintenant, qui s'appelle l'ayahuasca. Alors, nous allons donc parler d'ayahuasca, et nous allons évidemment commencer par les précautions oratoires de service que je vous laisse euh, développer, Yann, puisque en France, il y a des problèmes avec l'ayahuasca. C'est pas partout pareil. Et Yann va nous expliquer comment ça se situe. Je vais regarder l'avertissement qui est sur mon livre, en fait, où la loi française stipule que la consommation d'ayahuasca est interdite en France et qu'elle est inscrite à l'annexe 3 de la Convention internationale des psychotropes, donc bref, classée comme drogue interdite. Par contre, dans la loi péruvienne, il faut savoir que les connaissances et les usages traditionnels de l'ayahuasca pratiqués par les communautés natives de l'Amazonie sont déclarés patrimoine culturel de la nation. Donc d'un côté, il y a une interdiction, de l'autre, il y a une protection de la même substance. Et alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est les hasards de l'actualité. On vient d'apprendre que l'université Johns Hopkins vient de faire un communiqué très circonstancié où il est bien précisé que les hallucinogènes pourraient avoir des effets médicaux et spirituels bénéfiques à long terme. Donc, l'université Johns Hopkins préconise l'utilisation des expériences psychédéliques non seulement pour alléger la douleur des malades, je veux dire, mais également pour calmer les appréhensions et les peurs, notamment dans les cas, par exemple, de cancer, enfin, les gens qui ont vraiment peur de la mort. Ça me rappelle la bonne époque où Stan Grof faisait toutes ces expériences, justement en utilisant des substances hallucinogènes pour ses patients. Il utilisait le LSD, il a quitté la Tchécoslovaquie pour pouvoir faire ses expériences aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, la grande vague du il faut plus est passée. Mais enfin, Grof a été peut-être le premier à utiliser dans un cadre médical occidental ces substances pour aider ses patients, alors que dans les pays où vous vous rendez l'un et l'autre, je crois que la plus importante utilisation de l'ayahuasca est à fin médicale et thérapeutique.
Oui, c'est une médecine avant toute chose, l'ayahuasca, hein, dans son cadre traditionnel d'utilisation au Pérou. Elle est utilisée comme une médecine. C'est vraiment un soin, bien sûr. Et une médecine dont on a constaté l'efficacité, où tout se passe dans la tête. Je fais l'avocat du Euh, diable, hein, c'est mon rôle. Hein. Ouais, c'est une question qui est un petit peu vaste, dans le sens où l'efficacité du breuvage en termes d'ethnopharmacologie est bien avérée. Ensuite, cette efficacité, il faut qu'elle soit couplée avec le savoir du chaman pour pouvoir avoir une action sur tout un ensemble de problématiques, euh, qu'elles soient psychologiques ou des fois physiologiques. Après, des études vraiment de grande ampleur pour savoir qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'ayahuasca, ça n'a pas été fait d'un point de vue occidental. Ce serait peut-être à faire, entre parenthèses. Vraisemblablement dans l'avenir, oui. Oui. Bon. Tandis que les Occidentaux, puisqu'il y a un grand intérêt maintenant vers cette substance, encouragé d'ailleurs par Yann Coudel avec les images absolument magnifiques de son film, tandis que les Occidentaux qui se rendent notamment au Pérou ou au Portugal, puisque au Portugal, je crois qu'on peut utiliser sans problème l'ayahuasca, c'est pas tellement, enfin ça peut être, mais c'est pas tellement dans des fins thérapeutiques. Hein. Ben, quand même, je pense que la chose passe. Alors, c'est des expériences de conscience que cherchent les gens. Simplement, je pense à la base, au départ, je regarde moi les raisons qui m'ont fait regarder les plantes psychoactives. C'est est-ce qu'on peut percevoir, pouvons-nous percevoir le monde différemment? Qu'est-ce que l'on peut ouvrir? Qu'est-ce que l'on peut sentir d'autre? Est-ce que l'on peut, voilà, s'aventurer dans d'autres territoires, des territoires intérieurs? Maintenant, je crois que l'idée que le guérisseur te guide le patient dans quelque chose qu'il va lui peut-être chercher comme une aventure intérieure, aujourd'hui est passé. Je vais voir un guérisseur. C'est difficile de prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca est au centre de la médecine indigène, mais ce ne sont pas forcément c'est pas forcément la plante maître. Il y a des tas de diètes d'autres plantes thérapeutiques, psychoactives ou non. Et le guérisseur va effectivement te guider, te tenir la main quand la plante va agir sur toi. Mais c'est un but thérapeutique. Je crois que ça commence à passer vraiment voilà, on va pas s'amuser. On va pas pour s'amuser aller prendre de l'ayahuasca. C'est une expérience qui est difficile en elle-même. On va parce on veut résoudre quelque chose. Alors ça peut être un pan de curiosité métaphysique, mais on va résoudre quelque chose qui fait qu'on a un déséquilibre, qu'on n'est pas bien. Ça peut être une dépression, ça peut être même des choses physiologiques. Je crois que moi, c'était il y a 10 ans que j'ai rencontré des guérisseurs, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas trop d'occidentaux, On c'était un parlait, petit peu ouais, la découverte. ouais. Et donc, mais la première chose qu'on découvre quand on boit l'ayahuasca, notamment son pouvoir thérapeutique. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé, enfin, ce qui est à l'origine des expériences de Narbi. Narbi qui a écrit ce merveilleux bouquin qui s'appelle Le Serpent Cosmique. Si j'ai bonne mémoire, il était très malade dans une région de la jungle où il ne pouvait pas avoir accès à des médicaments, ni faire venir un hélicoptère pour, etc. Et il, un petit peu la mort dans l'âme, il s'est plié aux propositions que lui faisait le chaman local, c'est-à-dire de le soigner en lui faisant boire un breuvage que lui, à l'époque, ne connaissait pas du tout. Hein. Alors, enfin, on va faire juste une petite parenthèse, je crois qu'on n'aura pas besoin d'en parler longtemps, pour définir un petit peu ce qu'est l'ayahuasca. Euh, en termes biologiques, l'ayahuasca, c'est une plante, hein, c'est une liane qu'on appelle le Baniostyreptis capi. Excusez-moi, je me suis un petit peu empiarché. Le Banisteriopsis capi, qui est une liane, et qui est couplée avec un arbuste qu'on appelle la chacruna, Psychotria viridis pour son nom scientifique. Et la combinaison de ces deux plantes crée un breuvage qu'on appelle également ayahuasca, du nom de la liane. Et c'est l'activité des deux substances qui permet effectivement de rendre le breuvage efficient en fait. Bon. Alors, donc l'un et l'autre, vous êtes ce que j'appelle des anthropologues participatifs, puisque vous ne vous contentez pas, vous n'êtes pas vraiment anthropologue, vous Yann, mais enfin par la force des choses, enfin, vous ne vous contentez pas d'observer les gens qui pratiquent ces cérémonies, vous
avez participé vous-même. Vous, votre première expérience, Romuald? Eh bien, paradoxalement, ma première expérience, elle était pas en Amazonie, elle était en Occident. J'ai fait l'expérience en Suisse, qui s'était pas super bien passé parce que bon, j'avais beaucoup d'appréhension et donc mon mental était vraiment rentré en interaction avec mes peurs et donc c'était pas une super expérience, comme souvent ça peut l'être dans les premières fois. Et ça a été vraiment ma première rencontre avec l'ayahuasca qui n'était pas donc quelque chose de positif. Ensuite, quand je suis allé au Pérou en Amazonie, j'ai réussi à calmer mes peurs et puis à rentrer progressivement dans l'expérience pour pouvoir euh, dépasser ce questionnement de peur, d'ego qui bloque en fait l'expérimentation avec la plante. Bon, alors, il faut quand même préciser que maintenant, le vocabulaire a un petit peu changé, hein. On parle plus tellement de substances hallucinogènes, on parle de substances entéogènes. C'est ce qui introduit une notion tout à fait intéressante, puisque entéogène, ça veut dire que ces plantes peuvent provoquer la libération d'un sentiment divin, d'ailleurs c'est assez curieux, on peut dire vraiment sentiment divin, puisque quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce genre de sujet, qui est le docteur Strassman, a écrit son bouquin sur la DMT et il l'a appelé la molécule de l'esprit. Ça se libère Dieu ou ça libère l'esprit divin. Enfin, ça veut dire que on ne parle plus de plantes hallucinogènes, on parle vraiment de plantes qui ouvrent à autre chose, hein. Et c'est cette autre chose que vous étiez parti chercher, alors Yann. Oui, alors la dimension hallucinogène, plante hallucinogène, c'est plante visionnaire déjà. C'est-à-dire que, pour juste être d'accord, effectivement, il y a des substances ou des molécules, on va les prendre et la réalité va se déformer. Quand on prend de l'ayahuasca, il ne se passe pas ce genre de phénomène en fait. Quand on prend de l'ayahuasca, on va fermer les yeux et on va s'ouvrir un monde visionnaire. Si comment dire, si le breuvage est très fort, ce monde visionnaire va se voir les yeux ouverts dans la pièce. Mais la réalité elle-même sera toujours là. Il y a comme une deuxième réalité qui se superpose à la réalité. Donc on pourrait parler plutôt de plantes visionnaires. Moi, je suis allé le chercher, l'ayahuasca ou la rencontre, effectivement, parce que quand on lit Terence McKenna, quand on lit toute une sorte de littérature, on se dit, mais il y a l'impression qu'il y a des outils, Dont on ne se sert pas, oui. voilà, dont on ne se sert Oui. pas. Souvent, on parle de notre pourcentage de cerveau utilisé, de l'hémisynchronisation, on a des deux hémisphères ou pas. Et puis, voilà, on est face aussi à des expériences dans la littérature plutôt mystique. Alors après, il y a de la littérature, il y a Castaneda d'un côté, il y a des scientifiques de l'autre, il y a des choses. Et là-dedans, on se dit, mais il n'y a pas un territoire. Ce territoire, c'est moi d'ailleurs, hein, c'est moi Oui. l'expérimentateur. Est-ce que c'est une clé qui va ouvrir une perception de moi différente? Euh, alors ça, c'est intéressant parce que nous, on vit tous des réalités différentes. Mais perception de moi ou perception du monde? Mais je pense que perception du monde, c'est d'échanger la perception, Ah, sa perception. Parce qu'en fait, là, si on regarde tous on se voit tous, mais pour chacun de nous, c'est différent. Parce qu'on se voit à travers notre perception, nos pensées, nos sensations, ce qu'on est, et oui. voilà. Donc, y a-t-il la possibilité d'ouvrir, est-ce que c'est une boîte de Pandore, est-ce que c'est une boîte terrifiante ou merveilleuse, mais voilà, du sentiment divin, si on va ouvrir une boîte, peut-être qu'on va tomber sur l'autre côté, le sentiment démoniaque peut-être aussi, on va voir les forces en l'être, donc en soi. Donc moi, c'est avec cette curiosité, c'est plutôt que ce soit Antonin Artaud, que ce soit Bah oui, vous faites allusion aux Aldous gens qui ont Huxley, travaillé voilà, sur la mescaline, le peyote, exactement. etc., la psilocybine, Et, et- bien sûr, et oui. moi, en tant que cinéaste, si j'y suis allé, alors bien sûr, j'y suis allé en me disant, je vais pouvoir travailler sur la nature de l'expérience mystique. Et Ah, peut-être avec ces substances, je vais pouvoir jouer, comme on le fait en tant que cinéaste, avec les perceptions des spectateurs,
son et image, qui est quand même la perception pure, et à partir de là, peut-être que je vais travailler mon récit, mon imaginaire sur divers sentiments d'extase, ce que vous dites de réunion d'harmonie, ou au contraire, quel est le chemin pour trouver en fait la paix, l'harmonie. C'était cette idée-là qui me taraudait, mais plutôt en tant que cinéaste. Donc moi, quand j'y suis allé la première fois, donc je suis parti au Pérou, et la première fois que je commençais à prendre de l'ayahuasca, dès que j'ai eu des premières visions, je me suis dit, ah voilà, il faut que je les note presque, parce que j'ai resté quand même cinéaste, bien que à partir du moment où on se retrouve face à un verre d'ayahuasca, si la dose est assez forte, eh bien on arrête, on fait pas de tourisme, on n'est ni cinéaste ni touriste pour essayer quelque chose, parce que quand On le est breuvage embarqué est là. fort, oui, à Ouais, on partir du est moment où on est vraiment embarqué, on est embarqué. Oui. embarqué. Euh, et donc petit à petit, et après j'ai rencontré donc ce médecin, on m'a envoyé en fait doucement en disant bah, il y a un indigène qui accepte de prendre de l'ayahuasca avec des occidentaux, il est à tel endroit, donc je l'ai rencontré comme ça. Par contre, à partir du moment où j'ai bu avec lui, là c'était complètement autre chose, c'est-à-dire que là j'ai arrêté d'être un cinéaste, je suis rentré dans un espace où je ne pensais pas qu'il pouvait exister. Donc ma réalité, mon idée du monde, de l'existence, voilà, le paradigme de mes croyances a volé en éclats en une nuit. Ce qui a été très très difficile pour moi. Parce que, Ah bah, c'est un choc, bah oui, c'est un évidemment. choc. Ouais. Parce que j'avais Des certitudes qui ne. voilà, il y avait une partie des choses. Donc à partir de là, les choses. Donc moi j'ai fait des films. À partir de cette expérience, hein, puisqu'on D'accord. vous nous posiez la Oui, question sur la oui. première expérience, cette expérience effectivement était très forte. C'est d'ailleurs même pas avec de l'ayahuasca, avec une autre plante. Euh, voilà, à partir de s'est construit un travail où d'autres mondes a été le chemin pour à la fois il était évident qu'il fallait que je continue. C'était pour moi, euh, comment dire, c'est tout à fait logique et simple. Donc il fallait que je continue, même si c'était difficile à faire. Donc je continuais à la fois avec le guérisseur et à la fois j'essaie de me raccrocher en me disant je vais enquêter dans mon monde en fait pour, euh, pour reprendre pied parce que je peux pas vivre seul en étant un occidental dans un espace je dis pas qu'il est purement indigène, mais en tout cas qui n'est pas partagé par beaucoup Et puis vous saviez que vous d'occidentaux. alliez être obligé de revenir à Mais votre bien sûr, réel hein. habituel. Hein. Oui, mais on peut revenir, on peut prendre le métro, on peut tout faire, mais par contre, si on se dit qu'on a un espace de pensée qu'on peut ne partager avec personne, c'est très compliqué. C'est difficile. Mais alors, il y a quelque chose qui est frappant parce que Romuald fait allusion à une scène qu'il a vécue dans son livre, qui m'a un peu surprise. Il dit, il parle de visions qu'il a eues alors qu'il n'avait rien pris. Ouais, exact. Ça, c'était dans la forêt à côté je préfère pas donner le nom de la communauté, Non, c'est pas la peine. voilà, C'est votre pour vécu pas qui qu'elle est soit intéressant. Oui. abordée de santé de touristes ou de curieux, tout du moins. Oui. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à côté d'une forêt assez importante et on avait une journée un peu éprouvante parce qu'il avait fallu pousser les bateaux dans la journée parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les rios, il fallait pousser les bateaux et on était allé se coucher assez tôt en fait. Et en fermant les yeux, on avait des visions avec tout un kaléidoscope avec des animaux de la forêt, des éléments des animaux comme des fragments de peau de jaguar, des carapaces de tortues, des choses qui étaient en perpétuel mouvement. Enfin, moi j'avais ça et j'ai parlé à ma femme et elle me disait écoute, je vois à peu près la même chose. Et les quatre personnes qui étaient avec nous, sous leur moustiquaire, disaient moi c'est pareil, je vois la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire voir dans ce Ah ben, cas-là? on avait les yeux fermés et on voyait des visions qui n'étaient pas colorées. Hein. C'était pas comme l'ayahuasca, elles étaient assez évanescentes dans des tons un petit peu blanchâtres, mais on voyait distinctement des formes animales comme des serpents. Et, et quand je suis reparti, j'ai discuté avec un ami qui avait pas mal voyagé dans ce coin et mon ami m'a dit mais là-bas ils ont un mythe, ils disent que cette forêt est tellement dense qu'en fait elle a un esprit et que cet esprit communique avec les gens qui sont détendus avant le sommeil et c'est quelque chose qui n'est pas mystérieux pour les Indiens. Voilà. Donc effectivement, on n'avait rien pris du tout, si ce n'est qu'on était très fatigué. Voilà. Ce qui Oui. quand même altère la conscience hein, quand même. Et
peut-être que vous aviez eu une ouverture de conscience à cause de vos expériences préalables qui vous facilitaient peut-être. C'est possible, mais c'est vraiment quelque chose d'anecdotique que j'ai voulu mettre dans le livre parce que ça s'est pas reproduit, ça s'est jamais Ah, reproduit dans d'autres endroits de la forêt, mais à cet endroit, il s'est passé ce phénomène un peu synchronistique où, eh bien, effectivement, on était six à percevoir le même phénomène. bon. Alors avant d'arriver au vrai sujet de cette émission, quand même, c'est-à-dire les ovnis et l'ayahuasca, il y a une chose qui est également très intéressante que dit Romuald dans son livre. Il présente l'ayahuasca comme un livre. C'est-à-dire un livre, c'est le symbole du savoir, de la connaissance qu'on acquiert. Est-ce que c'est vraiment ce que vous dites? Moi, c'est ce que je recherchais au départ, hein, quand Yann a parlé de sa motivation pour sa première expérience. Moi, c'était vraiment la connaissance qui m'intéressait, d'avoir vraiment accès à une sorte de banque de données, d'informations sur tout, sur la physique, sur l'univers, sur le vivant. Et ensuite, cette métaphore que j'utilise pour parler de l'ayahuasca d'un livre, c'est une métaphore qu'utilisent des chamans eux-mêmes, hein. Ils disent, bah, voilà, ils disent l'ayahuasca, c'est le livre, et l'autre plante, la chacruna, c'est la lumière ou le langage qui permet de lire le livre. Donc de lire l'information qui est stockée dans la liane, en fait, hein. C'est comme ça qu'ils décrivent d'une façon métaphorique l'ayahuasca. Certains, pas tous, hein, mais ça existe, oui. Mais quelle information à ce Alors, moment des livres? C'est ça. justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que selon son questionnement et aussi ses attentes, on peut vraiment accéder à des informations extrêmement différentes. Que ce soit sur, je viens de le dire, sur le vivant, des questions, on peut poser des questions sur le temps, sur l'univers, sur le pourquoi de la vie et sur le pourquoi de l'existence. Et l'ayahuasca donne souvent des réponses assez étonnantes Mais sous quelle et forme cohérentes. donne-t-elle ces réponses? Alors, ce sont des visions, hein, c'est une sorte de langage d'image, hein, que la plante utilise. Ce sont des visions et le sens émerge de façon, on va dire, naturelle, spontanée. C'est-à-dire qu'il y a une notion où le savoir est immédiat, c'est-à-dire qu'on a une prise de conscience immédiate de la connaissance, et ensuite il y a aussi un processus de raffinement où lorsqu'on revient à un mode de conscience normal, on intègre toutes ces découvertes avec les éléments de sa conscience et de son vécu personnel. Mais est-ce que vous pouvez faire une sorte de bilan et vous dire, voilà, j'ai quand même appris quelque chose ou j'ai eu l'impression de comprendre? Où est-ce que j'ai appris? Il y a des L'un propositions. comme l'autre, hein, c'est ça qui est intéressant. Il y a des propositions. Sur certains sujets que moi j'ai questionnés d'un point de vue scientifique, il y avait vraiment des réponses Par qui exemple, étaient cohérentes. Ah bah, des modèles de physique exotiques complètement différents, des modèles d'atomes qui n'existent pas aujourd'hui, une perception du vivant différente, plein de choses. Mais le problème et ça c'est intéressant avec l'ayahuasca, c'est que vous posez un questionnement le jour, vous avez telle réponse, et vous refaites une cérémonie 3 semaines après, la réponse ne va pas être la même par rapport à la question qui est identique. On a l'impression que l'ayahuasca propose des modèles qui sont tous valides à condition que la conscience les actualise. Et hein, ça, c'était vraiment intéressant. mais comment est-ce que l'ayahuasca peut vous proposer des modèles? C'est ça. Comment se fait l'interaction entre la C'est dans plante, les visions que ça se passe. la gestion, oui, de ces substances et ces informations? C'est dans les visions et puis aussi accompagné de messages auditifs. On peut entendre des voix qui parlent, qui expliquent des choses, qui montrent des choses, qui accompagnent ce qui est vu d'un point de vue visuel. Et puis je vous dis, il y a cette espèce de compréhension, on va dire, spontanée en bloc de la connaissance. Alors ensuite, il faut réussir à le ramener parce que c'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à, à réintégrer et surtout se souvenir de ce qui vous est montré dans les visions. Parce que la mémoire est surchargée d'informations et donc il faut réussir à ramener en fait un contenu. Et les Icaros sont intéressants pour ça parce que la structure mélodique des chants qui est circulaire permet de caler la mémoire à l'intérieur, enfin me concernant Alors, personnellement. attendez, il faut peut-être faire une parenthèse parce que tout le monde n'est pas forcé de savoir ce que sont les Icaros. Les Icaros, ce sont ces mélodies, cette musique qui est presque toujours associée à la cérémonie de l'ayahuasca, qui va permettre le déclenchement des visions. Oui, Pas seulement la plante, vous avez un côté musical aussi, hein. Comment est-ce que ça se je vais laisser passe? Yann répondre. Alors, le chant du guérisseur, il a plusieurs fonctions en fait. La première, c'est quand l'ivresse va monter, pour lui, c'est de positionner son ivresse. C'est-à-dire, il va faire un premier chant qui est pour lui en fait, pour ouvrir ses propres visions. Donc,
pour ouvrir ses propres visions, il va chanter. Il va chanter j'ouvre mes visions. Je le fais maintenant. Je le fais avec soin. Je le fais bien. Donc il se connecte à un sentiment. Oui. Son esprit et son sentiment s'unissent et, comment dire, il se positionne en tant que corps et esprit dans le vent de l'ivresse. C'est un vent qui va le prendre. Donc en fait, son chant, il est fait d'une série déjà au départ d'injonctions qui va se donner à lui-même en conscience et qui va le relier à l'ayahuasca et qui va le relier à son monde. Il va dire notamment, j'ouvre le monde de l'ayahuasca, j'ouvre son vent, j'ouvre son ivresse, j'ouvre sa lumière, j'ouvre sa médecine. Et donc il va ouvrir. Une fois il a lui fait le chant, quand il a fini, il harmonise par des paroles. Il dit maintenant tout s'harmonise, j'harmonise mon chant. Il se positionne dans l'ivresse. Il est bien, ses visions sont ouvertes. À partir de là, il va pouvoir commencer à chanter, à faire des soins en fait, parce que le chant est un soin. Oui. Donc il va appeler une personne, il va l'observer, il va la regarder dans le monde des visions, et il va commencer un chant qui va, durant le chant va se modifier en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il chante, de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Et donc voilà, le rôle du chant, il est fondamental parce que quand un guérisseur chante à un patient, tous les autres entendent, donc aussi. Et ça agit sur eux Et ça également. agit aussi sur les autres. Et notamment, par exemple, quand vous avez reçu un chant d'un guérisseur, que vous allez vous asseoir, à partir du moment où vous avez reçu le chant, vous verrez que c'est plus fort pour vous tous les chants qui suivent, parce qu'il vous a relié aussi à ces chants. Ces Icaros sont codifiés, c'est-à-dire on sait, ce sont toujours les mêmes, ou bien le chaman fabrique les siens, comment est-ce que ça se passe? Bon, il y a des concepts en fait dans la médecine traditionnelle amazonienne. Moi, je peux parler que des Shipibo que je connais un peu. Donc, il y a différents concepts. Des concepts d'ouverture, d'harmonisation, de nettoyage, de soins et de relier aussi la personne à différentes énergies, d'ouvrir les diètes, de nettoyer les énergies négatives, d'essayer d'implanter les positives. Mais en fait, le chant, c'est aussi une improvisation, il y a une dimension poétique. C'est en fait, le chant, c'est le support de l'état. Et l'état devient le support du chant, comme une inspiration poétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il commence à voir lui-même des images, le guérisseur, il va commencer à les décrire. Et puis il va pouvoir dire au milieu du chant, je chante pour que tu sois bien, par exemple. Mais en le chantant très lentement. Donc là, à partir de là, quand il dit ça dans sa langue, quand il dit ça, effectivement, la nature de la résonance de sa voix, elle est intentionnalisée avec simplement le fait que la personne devant doit être bien. Il chante pour que l'ayahuasca pénètre la personne à travers l'écho de sa voix. Donc quand il chante à travers l'écho de ma voix, la façon dont il va faire vibrer sa voix, c'est vraiment à un moment donné dans le temps, et c'est vraiment c'est une présence absolue à ce qui se passe. Donc les Icaros, c'est un art particulier de ces guérisseurs, qui est un mélange de partir avec une intention précise, de chanter un chant pour un soin précis, de le modifier et de vérifier que soit on est toujours aussi dans l'état relié au cœur, pour le guérisseur en tout cas, qu'il est relié au cœur, qu'il est bien et voilà, il doit actualiser tout le temps parce que parfois les guérisseurs peuvent raconter, vous voyez dans leur monde de vision, vont sortir des formes sombres ou démoniaques des personnes qui chantent et ça va voilà, il faut aussi qu'ils les éliminent, donc ils doivent continuellement un petit peu se redresser. D'ailleurs, on va écouter, d'ailleurs, on va demander si on pouvait entendre un exemple d'Icaros pour que le... Ah, d'ailleurs, justement, il me semble dans votre livre, vous dites Icaros avec un S, même au singulier. Oui, on On peut va sur dire. le détail. Hein. Oui, c'est des Icaros ou un Icaros. Ouais, moi, j'ai écrit toujours avec un S, mais Ah oui, même au voilà. singulier. Très bien. Ben, on va voir un exemple d'Icaros. On va écouter donc un Icaros chanté par Kesten Betsta. Kepayovano Dhamma Kepayovano Sinang Kepayovano Sinang Kepayovano Kepayon tanah kepayon
Jinang Magaya Magavangi Nate Kung Kanoma Nate Kung Kanoma Kano Rama Mayada Kano Rama Mayada Soe Jono Bai Jono Bai Soe Jono Bai Kano ma vơi đa ro na te ma cha nyo na ma cha nyo va no de ma cha nyo va no de Akum padata kano akum padata Padatan toni vi jono yo matana jono yo matana manda mayondana Aku jamandang aku Nete mencanyo na mencanyo banudi Kanong abano drama kanong abano Nete naji yang kiri Nete naji yang kiri No con hoi don nai don ni dam Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. C'est l'émission La Vague d'OVNI, aujourd'hui animée par Marie-Thérèse de Brosse. Qu'est-ce que mettre ça? Donc ouais, voilà, c'est par exemple la première fois que je suis allé au Pérou, je me suis assis et j'ai eu cette voix et effectivement, ce que je vous racontais tout à l'heure sur la façon dont les Icaros travaillent, ça m'a mis beaucoup de temps à peu près le regarder, le comprendre, ça m'a été donné à voir. Mais la première fois, j'avais l'impression que j'étais face à un magicien. Mais un magicien comme dans la littérature fantastique, merveilleuse. Vraiment, j'avais trouvé. Je cherchais pas un magicien, moi, je cherchais juste des plantes pour me faire voir certaines choses et tout. Et quand ces chants organisaient parfaitement mes visions dans l'ivresse très fort dans laquelle j'étais, donc j'étais complètement, je me confondais avec ces Ah, visions. donc vous étiez totalement docile, hein, Ah je ouais, veux ouais. dire, ouais. Voilà. Et donc voilà, il a des très beaux chants. Les Shipibos ont des chants très doux. Il y a plusieurs ethnies qui travaillent avec l'ayahuasca. Et j'ai toujours trouvé chez les Shipibos voilà, une sensibilité particulière. Ah oui, je pensais que ça n'a rien à voir avec la brutalité et la force du tambour chamanique, hein. Ça se passe dans la douceur, là. C'est Enfin, pas les mêmes énergies. Ouais. oui, absolument, oui. Alors justement, à propos d'énergie, il semblerait que la composition du breuvage qu'on vous fait ingérer peut jouer sur le type de vision que vous allez avoir. Donc, c'est-à-dire que c'est un programme presque sur mesure fait par le chaman à la demande. Il sait quelle plante il doit mettre pour vous. Comment est-ce que ça se passe? Vous lui dites ce que vous voulez? Oui, enfin c'est le chaman quand même qui décide ce genre de programme de vol, on va dire. Ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est qu'il y a plusieurs variétés. Et selon les variétés, le chaman a la possibilité d'emmener
les expérimentateurs dans certains mondes. Alors c'est le cas de la Cielo Ayahuasca dont on parlera tout à l'heure, qui est une variété d'ayahuasca qui connecte en fait à des choses du cosmos. Alors c'est très étonnant parce qu'on a des visions vraiment de galaxies, de mondes extraterrestres, Oui, de c'est planètes. ça va être le cœur de l'émission, ça, tout à l'heure. Oui. Et pourquoi et comment, on n'en sait rien, si ce n'est qu'on a des informations parcellaires de la part des Indiens. Sinon, d'un point de vue ethnobotanique, la Cielo Ayahuasca n'est pas une espèce différente de l'ayahuasca classique. C'est-à-dire que les Indiens ont un mode de classement différent d'une autre. Pour nous, c'est toujours le même taxon au niveau biologique, c'est toujours la même espèce. Mais les Indiens disent que l'endroit où elle pousse, la hauteur dans laquelle elle est dans l'arbre, sur quel type d'arbre, va en faire de la Cielo Ayahuasca, par exemple. Donc c'est très confus pour les ethnobotanistes, mais ça a vraiment une cohérence pour les Indiens. Et bien souvent, effectivement, quand ils vous disent c'est de la Cielo Ayahuasca, ou même si vous ne savez pas, vous avez des visions qui sont de l'ordre cosmologique. Ouais. Alors qu'avec d'autres types de ayahuasca, qu'est-ce que vous avez comme vision Vous avez par alors? exemple la Boa Ayahuasca. La Boa Ayahuasca, vous allez avoir souvent des visions de serpents, hein, qui sont assez récurrentes, par exemple. Puis il y en a d'autres types aussi, l'ayahuasca noire, il y a différentes. Je crois que les serpents étaient presque toujours Pas associés. toujours. Pas toujours. Il y a des gens qui Il ne y a des perçoivent guérisseurs pas. qui voient pas de serpents, Ouais, hein, ça qui arrive. n'utilisent pas les énergies des serpents. Donc oui, enfin moi je vois pas mal de serpents. J'ai Oui, commencé par ça. vous nous en avez fait bénéficier de vos Voilà, serpents. Hein. mais j'ai découvert que c'était pas le cas en discutant avec des guérisseurs avec qui je passais des nuits. Je me rendais compte que pendant les nuits entières, je ne voyais pas de serpents. Euh, et, euh, et donc il disait oui, mais moi je travaille pas du tout avec ces énergies, je vois jamais de serpents. Donc ça, c'est vrai que c'était là aussi, par exemple, la force de guérisseur qui positionnait aussi ces univers. Voilà, il suffisait après que derrière moi, dans ma tête, j'appelle simplement le serpent pour qu'il vienne dans mes visions. Mais si je me laissais bercer simplement par les chants, il n'y était pas. Donc Ah oui. voilà, tout ça est un peu étrange, mais Bon. bon. On va quand même préciser très rapidement qu'avant, il faut commencer par pratiquer une sorte de jeûne, au moins une diète particulière pour préparer l'organisme, alors en supprimant un certain nombre de substances, le sel, les épices, le vin, etc. Et que, enfin, il y a un régime très strict alimentaire. C'est ce qu'on appelle la diète, ouais. Donc la diète est un processus qui permet en fait non seulement bien évidemment de prendre l'ayahuasca dans des meilleures conditions, mais aussi de préparer son organisme à acquérir d'autres plantes qui ne sont pas dites psychoactives en tant que telles, ce qu'on appelle les plantes maîtresses, et qui vont vraiment enseigner l'impétrance, c'est-à-dire vraiment enseigner la personne pour lui donner accès à des mondes visionnaires qui sont des mondes de certaines plantes qu'il va diéter. C'est vraiment une incorporation du savoir là aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'ayahuasca est au centre du processus de la médecine, mais c'est la porte. C'est-à-dire que le guérisseur va la prendre pour voir et traiter un patient, ainsi que le patient. Mais par exemple, si vous avez un problème à régler et que vous choisissez la médecine amazonienne pour le régler, donc vous allez en Amazonie, vous pouvez ne jamais prendre l'ayahuasca et être soigné avec tout à fait la médecine amazonienne. Déjà, vous n'êtes pas obligé de la prendre parce que le guérisseur peut vous soigner sans. C'est vrai que c'est quand même mieux de la prendre parce que ça potentialise aussi la relation et la force. Mais ce qui est le plus important, par exemple, c'est pas de prendre par exemple 30 fois de l'ayahuasca au cours d'une année et de se dire qu'on va avoir une connaissance particulière, un meilleur état. C'est peut-être simplement d'aller pendant 3 semaines, même ne pas prendre l'ayahuasca et aller faire une diète traditionnelle d'une autre plante qui n'est pas psychoactive et les bénéfices que Alors, vous qu'est-ce que vous verrez. appelez faire une diète d'une autre plante alors? Et donc les bénéfices que vous verrez sont même beaucoup plus importants d'un point de vue thérapeutique qu'avec l'ayahuasca, même si vous les voyez en reprenant de l'ayahuasca quelques temps plus tard. Donc les bénéfices, la diète c'est quoi? La diète on va prendre simplement une plante tous les jours. Ça peut être, il y en a 8 enfin il y en a des centaines, mais il y en a une douzaine qui est vraiment utilisée par les shipibos de base pour soigner à peu près, pour soigner beaucoup de choses. Et donc, ces plantes-là, elles ont des mondes. Elles ont des mondes. Dans le monde des visions, on peut voir d'ailleurs, quand on va prendre de l'ayahuasca en diétant, on va voir le monde de la plante que l'on diète. Oui. C'est-à-dire que l'ayahuasca devient la porte pour voir le monde de la plante qu'on est en train de diéter. Donc,
on va faire une diète, on va s'isoler, on va essayer de pas trop parler, de rester un petit peu dans la forêt. On va faire attention à son alimentation, pas trop parler, enfin, on va essayer de ne pas s'agiter, simplement de rentrer en relation avec la forêt et surtout la plante que l'on va prendre tous les jours. Sachant que pour qu'une diète soit efficace, il faut qu'elle soit ouverte par un chaman. Ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une cérémonie d'ayahuasca, vous prenez votre plante de diète, qui peut, je le répète, peut avoir d'effet psychoactif, et le chaman va vous faire un chant où il va diriger l'intention de l'ouverture. Oui. Voilà. Après, vous partez faire votre diète en forêt. Il y en a qui vont diéter un an. Hein. Ça, c'est pour les diètes d'apprentissage. Diète d'apprentissage, c'est pas le chaman qui va lui apprendre. Le chaman va bien ouvrir la diète. Et si Non, mais il faut y l'apprenti, passer soi-même, oui. voilà, si l'apprenti fait bien la diète pendant une année, alors il recevra la connaissance parce que les esprits vont venir lui chanter les chants, ils vont venir l'enseigner dans ses rêves, dans la journée. Parce qu'à partir du moment où vous devenez sensible, que vous mangez moins, que vous avez des aliments sans sel, avec très peu de sucre, pas de sel, pas d'alcool, et que vous vivez dans la forêt, que vous êtes tout seul, à un moment, vous allez commencer à décoller, quoi. Et vous allez rentrer en relation avec le monde invisible de la forêt et des plantes. Et voilà, donc si vous faites une diète, maintenant là j'ai dérivé sur la diète d'apprentissage, Ouais. si je fais un petit résumé de la diète thérapeutique, vous allez avec un problème, je ne sais pas, moi, un problème de circulation sanguine ou un problème de dépression, prenant un psychologique et un physique. Donc le chaman va d'abord regarder dans ses visions, c'est-à-dire que vous allez faire une cérémonie où il va le sentir, ça dépend du niveau du chaman, où il va simplement vous dire, bon, tu vas diéter telle plante, donc quelqu'un va lui préparer la plante, il va faire une première cérémonie en ouvrant la diète. À partir de ce moment-là, la personne doit vraiment respecter la diète, c'est-à-dire, donc je l'ai dit à peu près, il y a des restrictions alimentaires, et après au-dessus, il n'y a aussi pas de sexe, ni avec autrui, ni avec soi-même. Et donc pendant la période de diète, simplement pour être un peu exclusivement dans cette relation sensible Privilégiée avec la plante, voilà, avec oui. la plante. À partir de ce moment-là, quand il finit sa diète, le guérisseur va faire un chant de fermeture où toutes les énergies qui sont très, très sensibles des plantes de diète, en fait, c'est comme ça que le racontent les guérisseurs, hein, elles sont autour de la personne, en fait. Et simplement du sel peut les chasser, des énergies, des odeurs fortes, ou certaines choses. Donc il faut vraiment les préserver. Et quand tout ça est un petit peu comme un petit jardin qui a fleuri autour de la personne, il va faire un chant qui va faire rentrer dans le corps de la personne ces énergies-là. Et à partir de là, c'est comme un toit sur une maison qui est ouverte et un chantier, il peut se mettre à pleuvoir du sel et on peut reprendre la vie normale. Voilà les diètes. Donc la petite diète dont on entend souvent parler, qui est simplement pour la première fois prendre de l'ayahuasca, c'est une sorte de recommandation. Il est vrai que si vous arrivez en ayant la veille bu une bière ou bu une bière, je ne sais pas, manger une côtelette de porc, ou même moins, même 3 jours avant, ou fumer un pétard d'herbe, c'est sûr que ça va pas bien se passer. C'est curieux parce qu'on pense inéluctablement, ça ne se pratique plus maintenant, mais à ce rituel de l'Église catholique qui demandait qu'on jeûne avant de communier. Mais Maintenant, c'est exclu, on a oublié tout Exact. ça. C'est C'est vrai. c'est une preuve de respect en plus, hein, de présenter un organisme plus pur c'est pour une tout à fait, rencontre. Hein. dans le monde de la médecine amazonienne, c'est tout à fait logique. Si l'on veut se relier à des énergies très sensibles, très sensibles, il faut faire aussi sa part il faut se Sacrifice. purifier un petit Oui, oui, peu, c'est de voilà. la Mais c'est purification, pas, oui, oui. pas un jugement de morale, hein. C'est simplement Oui, oui. une chose assez simple, quoi. Il faut s'alléger un peu. Il faut pas Bon. prendre super tout le monde. Alors donc, vous êtes là avec votre plante. Le mystère quand même total, c'est la façon dont elle va vous délivrer des informations. Oui, Comment est-ce que ça s'explique au niveau? mais ça reste encore un mystère pour nous en termes de recherche, hein, parce qu'on n'explique pas comment ça fonctionne. Ça se passe à multiples niveaux. Ça se passe déjà dans le cerveau, sur des zones cognitives qu'on connaît mal et qui sont très difficiles d'accès à l'observation aujourd'hui. Ça se passe sur des plans psychologiques qui sont particuliers, parce que ces expériences provoquent des états de conscience qui sont quand même assez insolites. Donc, comment on acquiert la connaissance, c'est assez difficile. Moi, j'ai mis une hypothèse dans mon livre, hein, dans du serpent, où à la fin, j'essaye de comprendre comment, avec mon expérience personnelle et aussi avec le témoignage d'autres pratiquants, de savoir comment ça se produit. J'ai le sentiment qu'il y a
euh, l'ayahuasca perturbe à un moment notre organisme. C'est-à-dire qu'il y a comme un ajout de bruit dans un système. C'est-à-dire que moi, je sens des vibrations dans mon corps, vraiment d'être habité par quelque chose qui me parcourt, une énergie particulière. On peut utiliser le terme d'énergie. Et à un moment, ça se structure. Hein. Ça passe du somatique vers la vision. Et ensuite, ces visions délivrent une information. Alors après, il y a ce que moi j'appelle Mais le comment est-ce que processus. l'information est délivrée? C'est ça que je Et je voudrais peux pas vous comprendre. l'expliquer comme ça. C'est impossible. Ce sont des images. Il faut voir les images pour comprendre par rapport au sujet, le questionnement ou les choses que l'on sait de façon inconsciente aussi. C'est particulier. C'est très difficile de l'imager. C'est difficile en plus. Parce que tirer une information de l'image, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est aussi difficile parce que il a raison d'un point de vue, on peut pas. C'est un petit peu comme la poésie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le scientifique qui va Ouais, quantifier c'est pas l'amour, possible. c'est le poète Ouais. qui va donner. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on peut demander à un scientifique, mais alors qu'est-ce qui se passe là si je vais peut-être faire l'amour pour la première fois avec une personne, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va peut-être on peut parler de choses scientifiques, les deux hémisphères se mettent à cycler. Ça, j'ai reçu Mm. par exemple, ça c'est quand même une chose qui est étonnante, hein, puisque on sait qu'il marche de manière alternative. Sous Ouais. l'ayahuasca, a priori, ils se synchronisent. Donc, mais c'est pas ça qui va vous définir l'arrivée du sentiment, c'est de la poésie. Alors, ouais, moi, j'essaie de les décrire en images, par exemple. Comment vous recevez de Oui, mais l'information justement, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. dans d'autres mondes, un petit peu, et puis dans Blueberry. Euh, mais c'est comme un film. Je crois que. C'est ça, c'est l'une des meilleures métaphores, c'est vraiment une métaphore cinématographique. On a l'impression vraiment de voir, c'est pas qu'on a l'impression, on perçoit des séquences d'images qui ont du sens. C'est-à-dire que l'information, elle est générée à cet endroit, c'est-à-dire dans le scénario, dans la séquence, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'on peut parler. Et alors là, après, il faut ramener cette information. Donc il y a un processus de raffinement de la vision où il faut essayer de se souvenir et de ne pas l'oublier. Alors, c'est toujours un peu un problème pour moi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je me cale dans les Icaros, j'essaye de faire une boucle cognitive de cette information pour arriver à la ramener dans mon état de conscience vigile. Il y a un exemple qu'on connaît tous, parce qu'on n'est pas tous, on rêve tous, je crois. Oui. Donc à partir On du s'en moment, souvient pas toujours, Voilà. mais Voilà, on rêve exactement. tous. Bien le sûr. rapport qu'on a à un rêve, au moment où il vient de cette, on s'en souvient en fait. À partir du Oui. moment où on sait qu'on a rêvé, c'est parce qu'on s'en souvient. Ouais. On s'en souvient et on peut se souvenir d'une chose très forte qui peut durer des semaines. Mais aussi, on peut s'en souvenir pendant une minute en rigolant et le temps qu'on on se lève, on a oublié. Il y a quelque chose de proche dans l'ayahuasca, C'est vrai. mais c'est beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'on rêve éveillé dans son lit, on va comparer ça, on rêve éveillé, il y a des gens qui viennent vous parler, hein, ce que les Indiens appellent les esprits par exemple. On se déroule des films comme dans un rêve, il nous arrive une aventure, mais on est quand même conscient. On est conscient, mais on n'est pas tout à fait en espèce d'état de demi-sommeil parce qu'on est notre conscience est pas en veille complète, elle est en surveille d'un certain superveille d'un certain côté, Ouais. mais dans un autre côté, on n'est pas complètement dans l'endroit. Et on passe comme ça, on passe à un moment où on pense qu'on a toutes les informations. On est assis, on a toutes les informations. Mais, comme le dit Romuald, lui, il se fabrique une boucle mentale pour s'en souvenir parce qu'il sait que quand on va revenir, on va s'endormir un petit peu, quand la cérémonie, parce qu'on va être fatigué, va se terminer, quand on se réveille, on va se dire ah, pourtant c'était tellement Tellement clair. clair, ouais. C'est comme avec les rêves. Bien sûr. Voilà. Et par contre, si on fait toujours ce rêve tous les soirs, et qu'on reprend la conversation au même endroit, au bout d'un certain moment, je me donne un peu cet exemple dans le livre, d'abord ça a une réalité beaucoup plus forte. Le rêve devient une réalité que, alors c'est même exploité au cinéma, ce Ouais. genre d'idée, mais ça devient une réalité. Et surtout, vous commencez à la mémoriser plus, simplement parce que votre conscience, votre esprit passe plus de temps. Donc il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous y retournez plus facilement, vous vous en souvenez complètement au moment où vous y retournez dans le rêve, vous y êtes allé 30 fois, mais il s'est passé du temps. Vous y allez, comprenez l'ayahuasca, vous vous souvenez, d'ailleurs c'est terrible de ne pas avoir une vague d'ivresse après ne pas l'avoir pris par exemple l'ayahuasca pendant un peu de temps et d'y retourner. Et De d'un retour coup, chez soi. Oui. oui, mais ça peut Oui, être enfin. aussi au secours. Je sais où je vais exactement où je vais retourner et c'est tellement fort que j'ai pas envie. Et en fait, mais j'avais oublié. J'ai pas oublié, je veux pas aller dans cette bibliothèque parce que elle est super la bibliothèque, mais il y a un escalier vertigineux que j'ai failli me casser la gueule déjà 3 fois. Je veux pas y retourner. Je veux pas grimper de nouveau cet escalier. Je peux pas. Et puis à ce moment-là, mais non, tu l'as déjà grimpé, tu vas y arriver, puis on y arrive. Mais on a aussi cette mémoire de l'information qui déboule, pendant. Donc on est, voilà, on est c'est très difficile de se dire comment elle arrive puisqu'il faudrait qu'on prenne de l'ayahuasca. Et puis, Oui. voilà. Alors,
il y a une chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Est-ce que il arrive que certaines plantes, l'esprit des plantes refuse de parler à quelqu'un? Ou les plantes ne demandent qu'à délivrer leur message et leur Il y a savoir? des affinités entre certaines personnes et certaines plantes. Le chaman le sent, ça d'ailleurs, hein, avant de prescrire une diète, par rapport aux besoins et aux attentes de chaque patient ou de chaque personne. Après, voilà, moi je ne connais pas de cas où une plante refuse d'enseigner quelqu'un. Ça peut arriver, si, certainement. Mais... Oui, vous ne savez pas. Et alors, elle délivre, alors ces plantes sembleraient délivrer quand même quelque chose d'assez cohérent, puisque vous, je ne sais pas si c'est vous ou c'est Darby, parlez de scientifiques qui ont eu des apports pour leurs recherches bien précises d'informations. Oui, c'est Jérémy Narby qui, à la suite du serpent cosmique, a emmené, je crois, c'était trois généticiens principalement en Amazonie pour essayer de vérifier un peu son hypothèse d'accessibilité avec l'ayahuasca à du savoir biomoléculaire. Et donc, effectivement, c'est sans pouvoir, parce que ce mode de connaissance ne permet pas de prouver ou d'infirmer dans un sens scientifique, pragmatique. Donc, à un moment, ces trois chercheurs ont quand même eu des réponses très claires par rapport à leur sujet de recherche et ont donc abordé au retour en laboratoire leur sujet d'un œil nouveau. Ah, donc des réponses qui les ont fait Oui, il avancer. y en a un, oui, qui a vraiment eu une réponse visuelle d'un site particulier sur les protéines. Il l'a vu vraiment se modéliser dans les visions, cet endroit qui est inaccessible à l'observation avec les techniques d'imagerie modernes. Et donc il est allé ensuite dans son laboratoire et essayer de travailler avec cette nouvelle forme que lui avait suggérée la plante. Et ça s'est avéré assez concluant en fait. Savoir si c'est la plante ou si c'est son inconscient qui devait quand même travailler sur le sujet. Enfin, Euh, oui, mais alors à ce moment-là, c'est un peu les deux se rejoignent, hein. On peut parler à ce moment. Il y a deux pistes par rapport aux visions de l'ayahuasca. Il y a des gens qui disent oui, mais ce savoir est endogène à la personne, c'est-à-dire elle est dans oui. son cerveau ou au-delà de ça, dans sa mémoire, dans son inconscient collectif. Et puis il y a une hypothèse que moi je soutiens qui est que ce savoir se trouve dans le phylum des plantes, mais comme nous sommes des organismes qui de toute façon sont liés dans l'histoire, et s'il y a un inconscient collectif, Jung disait que de toute façon, si cet inconscient collectif existe, il va aussi englober le règne animal et végétal. Donc il y a S'exprimera partout, voilà, oui. il y a cette communication Oui. globale puisque ce réservoir de mémoire est communicant de toute façon. De toute façon, c'est aussi la personne hein, qui va recevoir certaines réponses. Il y avait une belle parabole de Benny Shannon qui lui a émis l'hypothèse, je ne sais pas si vous avez vu l'hypothèse sur Oui, l'Arche oui, d'Alliance, oui. en fait, qui était fabriquée en acacia. L'acacia est une plante, un certain type d'acacia est une plante psychoactive. Donc, en fait, que la prise, sa théorie dans les textes, en traduisant différemment les textes, c'était qu'en fait, Moïse, quand il est redescendu avec l'étape de la loi, il est allé prendre de l'acacia et les lois sont venues de sa prise d'acacia, de son état, donc acacia antéogène, sa communication avec Dieu. C'est pas le fait d'avoir pris l'acacia qui lui a donné l'étape de la loi, c'est Moïse. Hein, je pense que si, Ça avait été le si berger d'à voilà, le côté. berger d'à côté, peut-être il serait pas redescendu avec l'étape de la loi, il aurait des Bien informations sûr. sur comment traire ses brebis et Oui. voilà, donc c'est un Très peu, pratique, j'essaie de faire voilà, Ah oui, non, c'est très une nouvelle joli là. technique, mais voilà, Oui, ça dépend de la personne. oui. Mais est-ce qu'on peut parler quand même de nouveaux concepts qui ont été générés grâce à ce type d'expérience, ou c'est trop Bah tôt, ouais, il si, n'y a pas de il y a quand recherche? même, presque sur son lit de mort, il y a quand même Francis Crick hein, qui dit que la structure de l'ADN lui a été révélée dans des visions générées par du LSD. Ce qui n'est quand même pas moindre, puisque quand même la structure de l'ADN a permis l'évolution de la biologie et de la génétique de façon assez extraordinaire en cette fin de XXe siècle et début de XXIe. Donc il y a ça, il y a aussi, je crois que c'est Mullis hein, dans ton film, Yann, Karen Mullis, oui. J'allais parler de lui justement. oui, Karen Mullis, qui, est quand même, qui prix dit Nobel. qu'il a eu son prix Nobel de chimie grâce à ses expériences Non, avec les ovnis. c'est-à-dire, en fait, il dit qu'il a eu le prix, il a trouvé la molécule parce qu'il a pu se projeter à l'intérieur de la molécule en ayant pris du LSD. Oui. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est encore l'histoire du berger de Moïse, c'est encore qui, Ouais, voilà. c'est ça. Mais Je suis c'est vrai d'accord. que c'est un outil, il est clair que c'est un outil pour la conscience, il est clair que culturellement, c'est vraiment évident. Je vous recommanderais d'ailleurs un roman qui est formidable, qui s'appelle Lucie dans le ciel de Tom Verdier,
qui retrace de manière, à travers un roman on d'aventure, en tout parlera. le rapport des psychoactifs et de notre société. Ouais. Euh, mais il est vraiment clair que dans notre société, il y a beaucoup de découvertes. Parce que là, on prend l'ADN, c'est la base, 40 000 ils ont un prix Nobel, mais ça, on le sait. Mais après, si on regarde culturellement, tous les mouvements qui sont nés Musique. d'artistes, de poètes, qui ont utilisé des états modifiés de conscience, quels qu'ils soient, avec des substances pour percevoir la réalité différemment, on n'aurait pas de Macintosh, ni d'iPhone, et peut-être pas d'imagerie de Et synthèse, peut-être pas de Bull, allez et savoir. pas de Hubble, voilà. Bon. Alors, attendez, il y a des auditeurs qui aimeraient savoir. C'est très curieux là ce qu'on vient de me donner comme note. Seriez-vous disposé à dire aux auditeurs, tant pis je le lis tout haut, motivé que certains pratiquent des diètes de plantes occidentales, par exemple des infusions de boutons de rose ou d'écorce de chêne? C'est pas. Ça existe, hein. Non, Ouais. alors c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait le pont, c'est-à-dire l'idée de diéter des plantes occidentales, De mais à la chez nous, manière oui, oui, amazonienne. bien sûr, Mais à la oui. manière amazonienne, en Oui. respectant les diètes amazoniennes, etc. Et avec des résultats. Ça fonctionne, ouais. Voilà, je sais Avec des pas, résultats, moi je je ne connais sais pas pas. encore Ça, de moi, je connais résultats pas parce du que tout. les diètes de plantes, d'ailleurs des plantes très fortes que je connais, que des gens ont ouvert, qui sont des gens qui ont appris et qui ont pris de l'ayahuasca et qui sont dans un travail vraiment de se rapprocher de la médecine amazonienne, mais en diétant par exemple le gui ou la rose. L'écorce de chêne aussi, moi je Ah connais. bah oui, c'est ça, l'écorce de chêne. Oui. Mm. Oui. Je pense que ça va être intéressant. Enfin, je sais pas. De Moi, voir je le sais que dans- résultat, oui, mais moi, je c'est- sais que moi j'aurai des retours dans quelques mois en fait. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui diète notamment le gui pendant 1 an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le rapprochement avec la culture des druides. Et parce que justement, le gui, le hou, c'est que ces plantes-là sont diétées par des occidentaux. Et il y a finalement un rapprochement avec une culture chamanique européenne ancienne. Ouais. Absolument, il devait sans Oui, doute. non, mais il y a toujours eu des plantes, bien sûr. Il y a toujours eu des Mais plantes qui ont été utilisées pour leur possibilité d'ouvrir les yeux. On parlait par exemple le peyote, la plante qui fait les yeux émerveillés. Bon, parce bien que sûr. ça se passe en Amérique latine, le peyote, mais vous avez des plantes absolument psychoactives partout. Après, Hein. après c'est difficile de relier l'utilisation aujourd'hui du gui ou même du hou par rapport au druidisme, parce qu'on n'a pas de. En fait, on est dans une religion, ce qu'on appelle le néo-druidisme. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments de savoir ce qu'était vraiment le druidisme historique, parce que c'était des traditions orales et ça n'a pas survécu. Donc on ne sait pas s'il diétait des plantes ou comme le chêne, on n'a pas d'informations sur ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous raconter, c'est qu'une fois, j'étais en Champagne avec Guillermo lors de la tournée avec d'autres mondes où on présentait le film, et on se balade dans la campagne. Et un jour, il m'arrête, on est en voiture, il arrête, il me dit, cette plante là-bas dans l'arbre, la boule là, j'en voudrais bien. Alors je dis oui, c'est du gui, bah, je vais t'en prendre, mais attention, tu sais que c'est quand même un poison, il faut. Il regarde la plante, il dit oui. C'est comme les vaccins, question de dosage. Ah oui. Et alors il a goûté, il a trouvé que ça nettoyait le sang, que ça avait des particularités pour lui nettoyer le sang et puis aussi anesthésique. Encore, le gui, ça veut rien dire, parce que le gui de hou n'est pas le même que le gui du chêne, qui n'est pas le Exactement. même goût. Ils ont chacun leur Je spécificité. me souviens Hein. plus sur quel arbre j'avais cueilli le gui, Ah, moi ouais, j'étais assez c'est ado. quand même important. Mais dans le genre des informations, je crois que c'est Michael Harner, l'anthropologue, qui disait que dans ses visions, on lui avait expliqué la genèse de la Terre et comment la Terre avait émergé de la soupe primordiale. Hein. Alors justement, là je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'émission, à savoir de parler de la relation entre les extraterrestres et l'utilisation de plantes psychoactives comme l'ayahuasca. Parce qu'en fait, lorsqu'on étudie l'histoire de l'ethnobotanique qui s'occupe principalement de l'ayahuasca, on s'aperçoit que la question extraterrestre est toujours en filigrane. C'est-à-dire que Harner, lorsqu'il prend effectivement la première fois l'ayahuasca, il est en présence d'entités qu'il compare à des êtres venus de l'espace, ayant échappé à une guerre galactique et donc et se sont réfugiés sur Terre. C'est ce qu'il voit sous ayahuasca ou ce qu'il croit comprendre. Quelques années après, dans Le Serpent cosmique de Jérémy Narby, on s'aperçoit que l'hypothèse aussi centrale du livre, c'est que la vie aurait une origine extraterrestre et que cette information a été révélée
par l'ayahuasca et aussi codifié dans les mythes indigènes. Et puis ensuite, on a effectivement, un parallèle aussi dans l'histoire, un peu avant, on a effectivement d'une façon historique Terence et Dennis McKenna qui parlent vraiment de connexion à des entités aliens dans les visions. Ensuite, les travaux de Strassman en milieu hospitalier où, avec l'injection de doses de DMT, il y a régulièrement des expériences qu'on peut rapprocher des cas d'abduction par des extraterrestres. Et puis, aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'Occidentaux qui utilisent l'ayahuasca, il y a ces cas fréquents de rencontres avec des entités qui collent parfaitement avec, d'un point de vue morphologique ou même la façon dont les expériences se manifestent, qui collent parfaitement avec la phénoménologie des abductions par les extraterrestres que vous connaissez si bien. D'ailleurs, j'aurais cité quand même cette petite phrase de McKenna que j'adore. Ça, je la prends pour ne pas tronquer la citation. Il a dit: sans le recours aux substances psychédéliques, je pense qu'on ne pourra pas aborder sérieusement la question des ovnis. Ce serait comme tenter de comprendre la nature de l'univers en se privant d'un bon télescope. Donc, Exactement. c'est assez étonnant. Alors moi, effectivement, quand je vous ai lu, j'ai lu Strassman d'abord, quand j'ai lu McKenna, mais j'ai été très frappée, effectivement, par la ressemblance des récits d'expérienceurs d'ayahuasca avec tous les récits que j'ai passé des années à collecter à travers le monde sur les abductions. C'est effectivement, on ne peut être que sidéré. Alors, ça va nous poser un problème, savoir, et on va en parler, si ces expériences sous ayahuasca sont visiblement induites par une substance qui a été ingérée, que ce soit la plante qui parle, mais elle parle parce que la substance a ouvert les portes de la perception. Or, dans les cas de RR4 classique, rien ne s'est passé. Hein. Ce sont des expériences sauvages qui vous sautent dessus sans aucun prétexte, hein, si ce n'est que quelquefois, il y a un motif un stimulus qui peut déclencher, c'est soit une lumière dans le ciel, soit un son. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'entités extraterrestres que voient les expérienceurs d'ayahuasca, mais ils voient également des vaisseaux. Bien sûr. Je crois qu'il y a des peintures, il y a pas mal de peintures d'ailleurs qui représentent. Oui, Pablo Marengo alors, pour l'histoire, hein, Pablo Marengo c'était un chaman qui a ensuite arrêté la pratique du chamanisme pour se consacrer à la peinture. Alors sous l'impulsion d'un ethnobotaniste du nom de Luis Eduardo Luna, dans les années 80, il s'est mis à peindre des peintures chamaniques pour montrer aux Occidentaux les visions de l'ayahuasca et essayer de montrer les concepts de l'ayahuasca à travers la peinture. Et dans ces peintures, il y a régulièrement des ovnis, la présence d'extraterrestres sous forme de vaisseaux. Alors moi j'ai eu la chance de travailler avec Pablo sur un travail de recherche dans la préparation d'un festival d'art visionnaire qui lui était consacré. Et je l'ai questionné sur la présence de ces ovnis. Elle me disait que les ovnis sont dans la culture indigène depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est familier dans leur culture et aussi dans la pratique du chamanisme. Pablo disait qu'il connaissait des chants qui permettent même d'appeler certains vaisseaux extraterrestres dans les visions et de faire venir aussi certaines entités. Il y avait quelque chose qui m'avait vraiment intéressé parce qu'on peut le raccorder avec quelque chose qui se passe aujourd'hui dans la mythologie contemporaine entre guillemets de l'ufologie. J'avais demandé la taille des vaisseaux parce que j'ai dit Pablo, dans tes peintures on dirait que les vaisseaux sont minuscules et qui semblent volter tels des petits insectes autour des plantes. Il m'avait dit oui, il y a des vaisseaux qui sont très très grands, il y en a qui sont si petits qu'on ne pourrait pas les distinguer de la poussière d'un appartement. Ah oui, mais Romuald, permettez-moi de vous interrompre. Ce qui est très intéressant dans la phénoménologie, c'est que les abductés vous décrivent des ovnis qui semblent, je vous dis n'importe quoi, avoir 5 mètres de long. Et quand ils sont à l'intérieur, ils s'aperçoivent que l'ovni doit avoir 300 mètres de long, qu'il y a des ponts, des escaliers, etc. C'est ça, ouais. Pablo me parlait d'objets vraiment minuscules qu'on ne pourrait pas distinguer de la poussière, de grains de poussière dans une maison. Et ça me fait penser à ces fameuses mythologies. Aujourd'hui, on parle d'objets minuscules avec les fameux Rhodes, qui font un peu polémique d'ailleurs ces objets. Mais en tout cas, en termes de mythologie, il est intéressant de pouvoir les relier, de dire que tiens, il y a des choses qui viennent du monde indigène qui peuvent se raccorder avec des perceptions mythiques contemporaines.
Bon, alors pendant que nous venons d'annoncer que nous allons nous lancer dans le cœur du sujet, nous allons faire une petite pause. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. L'émission La Vague d'OVNI, aujourd'hui animée par Marie-Thérèse de Brosse. Et avec Romuald Leterrier et Yann Kounen. Bon, alors maintenant nous voilà absolument dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'ayahuasca porte d'accès vers le monde que nous décrit l'ufologie. Ça, c'est un territoire moins connu. Même si tous en ont légèrement parlé, ça va peut-être le coup qu'on s'apesantisse. Qu'est-ce que l'ayahuasca vous amène comme regard, d'abord sur les entités qu'on pourrait faire correspondre à nos extraterrestres de l'ufologie? L'idée générale, en fait, c'est de penser que l'ayahuasca, c'est un très beau terme que Yann a inventé dans mon ouvrage, c'est le télescope végétal. C'est-à-dire que cette plante permettrait, via l'introspection, de se connecter à tout un réseau d'entités qui sont disséminées dans le cosmos. Oui. Personnellement, j'ai déjà vécu ce type d'expérience où effectivement j'ai rencontré des entités que l'on peut rapprocher d'un point de vue morphique de ce qu'on parle dans l'ufologie contemporaine, c'est-à-dire des êtres petits, minces, avec des grands yeux, des têtes importantes, de couleur Attendez, ce ne sont grisâtre. pas toujours comme ça, hein. Ça a été codifié. Cette codification, moi j'en ai perçu des comme ça, après j'en ai perçu Ouais. d'autres. Donc ça serait intéressant de faire un catalogue de ces entités, ça n'a pas été fait non plus, bien évidemment. À faire. Exactement. Mais moi, quand je disais aussi télescope spatial, c'est-à-dire que le télescope végétal, je veux dire aussi qu'on a tendance à... Et ça, je regardais, j'étais une fois à la Villette avec mes enfants et on parlait... il y avait tout un film et tout un truc sur justement les ovnis. Et y a-t-il une intelligence autre que nous dans l'univers, etc. Et tout. Et je voyais les regards de mes enfants avec les pupilles un petit peu dilatées sur ce grand mystère. Je me disais, c'est dingue parce qu'en fait, c'est pas forcément là-haut déjà qu'il faut chercher, c'est juste de tourner, de regarder. Et l'ayahuasca vous fait rencontrer les esprits des plantes, par exemple. Et oui, alors comment est-ce que vous différenciez une entité qui est l'esprit d'une plante, une entité que vous dites venue du cosmos? Parce qu'il faut quand même préciser, on a vaguement évoqué tout à l'heure ce que vous appelez l'ayahuasca du ciel, Oui. qui semblerait prédisposé au voyage cosmique alors. Ouais, c'est vrai que la thématique principale des visions qu'on obtient avec la cielo ayahuasca, c'est-à-dire l'ayahuasca du ciel, c'est majoritairement des visions du cosmos qui sont assez étonnantes, hein. Moi j'ai vu vraiment des choses qui pourraient être sorties de l'œil de Hubble avec des galaxies spirales, des objets stellaires très particuliers, et aussi des survols de planètes, des géantes gazeuses, des planètes telluriques, certaines complètement arides, d'autres avec de la végétation, d'autres avec des traces de civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment s'opère la vision sous cette ayahuasca. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la sensation d'être sur une espèce de tapis roulant. Les visions s'ouvrent, c'est-à-dire qu'on a une ouverture de variation, une ouverture des visions. Et à ce moment-là, on a l'impression d'être d'être happé par des vortex, par des tunnels, et aussi de voyager sur quelque chose l'espace devient quelque chose qui bouge, qui se déplace. Et tout en étant immobile, il y a une sorte de déplacement. Ça me fait vraiment penser au bouquin d'Herberts avec l'histoire de Dune et ce moyen de voyage qu'utilisent les entités de la guilde pour communiquer. D'ailleurs, d'un point de vue science-fiction, on pourrait d'ailleurs comparer un peu l'épice à l'ayahuasca. Alors, moi, c'est vrai que c'est dans ma culture, la science-fiction, mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de culture de la science-fiction qui ont vu aussi ces choses en prenant ce type d'ayahuasca. Oui, mais ça, c'est très curieux parce que nous parlions de Méeust tout à l'heure. J'ai fait de l'ethno-sauvage avec Bertrand Méeust. Il était en Algérie. Et nous avons décidé d'aller à la recherche des récits des vieux, parce qu'on sait les djinns, etc. Et nous racontait des histoires d'enlèvement des vieux. On avait évidemment un interprète, parce que je ne parle pas arabe et Bertrand non plus, qui nous racontait des histoires qui étaient sorties de vraiment toutes les enquêtes que je venais de faire aux États-Unis et partout à travers le monde, avec même ces détails très précis.
qui n'étonne pas les lecteurs que vous êtes de science-fiction, c'est-à-dire d'une personne qui est enlevée sur un cheval et le cheval va rentrer dans la montagne. Comme vous avez des abductés qui vous racontent qu'ils sont enlevés par un ovni et que l'ovni va rentrer à l'intérieur de la montagne où il va plonger sous la mer. Bon, je passe tous les détails, ça serait trop long ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces vieux, en plus ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, cette histoire avec Bertrand, ne regardaient pas la télévision, ne connaissaient absolument pas tous les feuilletons de science-fiction, genre Star Trek et compagnie, ignoraient totalement la culture ufologique et nous servaient sur un plateau d'argent eh bien, tous les récits que moi j'obtenais aux Ouais. États-Unis. Ça se produit aussi chez les aborigènes, hein. Il y a les cas initiatiques d'ailleurs, hein, où l'initié part dans le désert, attend d'être enlevé par des entités, par des esprits, et en même temps est emmené dans une sorte de caverne de lumière très brillante, où il subit une opération rituelle, où on lui met des cristaux de quartz minuscules à l'intérieur des organes. Donc là, on a vraiment, c'est d'ailleurs très bien décrit dans le livre de Bertrand Meustre, où on parle justement de parallèles entre les cas d'enlèvement où les gens sont opérés et où même il y a des implants. Là, on est vraiment dans une logique indigène et on a quelque chose qui est complètement similaire et contemporain. Au Pérou, vous avez ça alors, sous Sous ayahuasca. ayahuasca, oui, le Est-ce que motif de vous avez été l'opération. opéré, vous, lors d'une de vos expériences? Euh, non. L'intrusion dans mon esprit, enfin dans mon cerveau, oui, comme je le décris dans mon livre, d'information, oui. L'opération, non. Mais je sais qu'elles existent. Il y a de nombreux témoignages. Euh, Alors, Elles sont extrêmement similaires. comment se passent ces opérations dans le contexte Yann peut en parler, je pense, mieux que moi. Moi, j'ai vu une opération qui a été faite dans le monde. J'ai vu dans le monde des visions sur un indigène en fait. Et bah, ça ressemble effectivement un petit peu à ces descriptions. Il y a une forme de technologie. Il y a une forme il y a comme un bloc opératoire. Euh, donc moi, je voyais ça dans ma vision devant moi. C'était pas moi. Après, j'ai discuté avec la personne un petit peu qui a confirmé, le guérisseur. Mais ce qui est intéressant, et moi je me suis retrouvé aussi à un moment donné sur la table, mais ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, dans ce cas précis, tout correspondait à une description extraterrestre, et en fait, ça ne l'était pas. C'était le mode, c'était la médecine, c'était les esprits des plantes, c'était les mondes des plantes, c'était les hôpitaux des plantes. Ça se passait dans le monde des esprits des plantes particuliers. Mais comment est-ce que vous pouvez pas essayer de me le décrire un petit peu? C'est difficile, mais Ah, enfin, si, si, vous regardez, les films le décrivent très bien. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que, alors maintenant, il y a toujours la subjectivité. Moi, c'est vrai que j'ai quand même été beaucoup nourri, comme les gens de notre culture, de certains types d'images. bien sûr. Donc Oui. on peut les fabriquer. Néanmoins, quand l'expérience se reproduit, c'est toujours ça, moi, c'est la récurrence et la particularité. Euh, et le détail. Donc, moi, j'en décris une dans mon livre qui est justement une opération qui a qui était dans le monde des... Mais là, c'était clairement dans le monde des esprits, où des esprits se sont approchés, ils m'ont présenté des outils. Donc moi, j'ai commencé à avoir un panel d'outils. Le chaman, le guérisseur me faisait un chant, hein, il était en train de me chanter. Donc où je vois apparaître ces outils, et je vois des scalpels, je vois des choses, mais très, très, d'un biodesign incroyable. Vous aviez peur? À un moment, oui, parce que c'était comme des objets un petit peu Tranchant. pointus. Et puis, en même temps, le champ me tenait bien. Et puis, et puis à l'intérieur de moi, et je pense, était implanté quelque chose qui me faisait pouvoir dominer un petit peu ces peurs-là, parce que c'est des étapes, hein. Mais c'était vraiment doux, c'est-à-dire que c'est approché. Mais moi, donc je me suis pas vu allongé sur une table ou quoi que ce soit. J'ai simplement vu ces outils. Puis je les ai fixés. Intérieurement, j'ai accepté l'idée de passer entre les mains Chirurgien. de ces chirurgiens sympathiques, de la plante que je diétais, qui est le pignon blanco, qui sont plutôt voilà, des belles choses que j'avais rencontrées. Mais bon, j'ai accepté. À partir de là, j'ai vu le scalpel qui a commencé à tourner, et j'ai l'impression qu'il est rentré dans mon esprit. Il y a un langage qui s'est ouvert, fait de forme, simplement. J'ai plus suivi la nature de l'opération, mais il s'est produit quelque chose.
D'abord, vous aviez une Voilà. communication avec ces, même télépathique, enfin une sorte de communication, ou pas du tout, vous Alors, subissiez. alors ça, on dit beaucoup avec l'ayahuasca qu'on peut effectivement avoir une communication télépathique. Moi, c'est vrai que j'essaye d'être souvent dans une grande neutralité. C'est-à-dire, je pose pas 10 000 questions, j'essaie juste de J'observe. surveiller que c'est relié à la médecine, que c'est pour mon bien. Je le demande simplement. Et en général, quand on fait ce type d'injonction, si ça l'est pas, ça s'en va, ou ça se voit, ou ça se révèle, etc. Donc ça, c'est une chose. C'est une chose qui est de l'imagerie qui est proche de ce qu'on décrit d'un point de vue des expériences avec des extraterrestres, des abductions, mais ça ne l'est pas. Maintenant, les guérisseurs amazoniens, et il y a des expériences amazoniennes qui sont beaucoup plus clairement reliées à, à effectivement des choses, ouais, des extraterrestres, des choses non humaines. Alors là, c'est du non humain mais terrestre, à du non humain non terrestre. Oui, parce que enfin, la littérature ethnographique parle quand même, ou effectivement, de table d'opération d'insectoïdes, d'insertion dans le corps. Enfin, il y a tout un processus qui est très semblable à celui que j'ai étudié chez les abductés, à ceci près quand même. Vous dites que vous avez subi une opération, qu'on vous a sorti quelque chose ou qu'on vous a Non, fait non, rentrer. pas du tout. C'est un de vos. Non, non, Quelqu'un moi, qui vous raconte. non, moi, ce que j'ai vu moi après sur les autres, je vois simplement, on voit quelqu'un sur une table d'opération et comme transfusé vers des choses. Ou alors que- c'est Non, Ron c'est Mual oui, dans c'est dans son mon livre. livre. En Ah. fait, j'ai le témoignage de quelqu'un qui a vécu ce type d'opération et donc les perçoit vraiment comme des extraterrestres au sens où on l'entend aujourd'hui. Et oui, et ces êtres vont avec une sorte de technologie mi-végétale, mi-mécanique, vont venir dans son corps à un moment enlever quelque chose. Mais il y a aussi, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que cette personne aussi, on lui donne des choses à manger. Hein, des choses assez étonnantes, des substances, et on lui enlève quelque chose au niveau du ventre, et il comprend, lui, de façon intuitive, que cette chose était vraiment importante qu'on lui enlève, quoi, en fait. Hein. Donc au début, il avait un peu peur, et là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler aussi de cette dimension-là de l'expérience. Il avait peur, mais il savait qu'il était malgré tout dans des visions, ce qui permet d'avoir un certain recul par rapport Une certaine sérénité. voilà, par rapport à l'anxiété. Je pense que, et ça c'est intéressant d'en parler tout de suite, parce que les expériences, on va dire, spontanées que peuvent avoir les abductés est une Sans expérience, traumatisant. voilà, sans traumatisante, parce qu'il n'y a aucun cadre de référence. C'est-à-dire que les personnes sont vraiment soumises à presque une agression visionnaire. Et alors que lorsqu'on sait qu'on est dans des visions, il y a déjà un décalage. Pour un occidental, on se dit, ok, j'ai des visions extraterrestres, ça peut être effrayante, mais je suis dans des visions. Et c'est intéressant, et je parle aussi dans mon livre d'un autre témoignage qui est purement Shipibo. Et là, on va pouvoir parler d'interface. Une femme Shipibo se fait opérer, subit le même type d'opération par des esprits, mais elle, en revanche, on lui enlève donc quelque chose de l'organisme qui ressemble à un verre. Elle n'a pas peur du tout, parce qu'elle dit, je sais que ce sont des visions. Et c'est intégré à sa culture, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les entités qui lui font l'opération ressemblent à des médecins occidentaux. C'est-à-dire que par le fait que plus c'est intégré culturellement, plus les entités ont une forme qui n'est plus une forme embryonnaire telle qu'elle peut être décrite dans l'ufologie, mais une forme de plus en plus humaine, de plus en plus acceptable. Oui, mais ça, c'est parce que pour les indigènes, les occidentaux, c'est des extraterrestres. Et Non, certainement, mais écoutez-moi, certainement. je poursuis le parallèle. Je vois le cas d'une abductée que je connais bien, Alice Hagarty, qui se faisait régulièrement opérer alors qu'elle avait des vilains extraterrestres classiques, petits, grands yeux noirs, etc. Le chirurgien avait une apparence totalement humaine. Bon. Mais ce que je trouve de plus intéressant, c'est que vous, quand vous sortez de votre cérémonie, que vous, alors je dis vous, hein, bon, et que vous avez subi ce genre d'intervention, sur votre corps, vous n'avez rien. Tandis que certains abductés, ils présentent sur le corps traces, oui. des traces qui semblent vraiment corroborer leur dire. Alors, vous pourrez toujours arguer du fait que sous hypnose, on peut faire des expériences. Moi, j'en ai vécu moi-même. Par exemple, un jour sous hypnose, quelqu'un m'a dit, un parapsychologue, je vais vous mettre quelque chose qui va vous brûler. Et il m'a mis sur la main une pièce de monnaie qui était brûlante. Et j'ai eu une superbe cloque. Or, tout le monde m'a dit, cette pièce, elle sortait de sa poche.
Elle n'était pas la moins du monde brûlante, mais la marque que j'ai eue, la cloque de brûlure, elle m'a duré 3 jours. L'esprit pensait que c'est la réalité, donc il a réagi en conséquence sur le corps. Le phénomène. Alors ça, on ne pourra jamais savoir, mais enfin, il n'y a jamais de suite, de cicatrices. Alors, C'est- le problématique, c'est que dans la pensée chamanique ou même néo-chamanique aujourd'hui, on parle, il y a des thérapeutes d'ailleurs qui sont spécialistes de ça, on parle d'implants, mais des implants énergétiques, ils sont pas matériels. C'est-à-dire que le chaman va vous enlever ce qu'on appelle un implant extraterrestre, mais énergétique. Donc, bien sûr, pour la science occidentale, il n'y a absolument aucune possibilité de vérifier quoi que ce soit sur l'organisme, ni sur le corps, ni sur quelconque matière, puisque ça ne se situe pas à ce niveau. Donc, on est sur quelque chose qui est à la fois mystérieux, mais qui aussi rejoint encore cette phénoménologie des abductions. Ouais, mais enfin, dans la tradition chamanique, je parle pas du tout d'ayahuasca, hein. Bon, mais dans mille et une traditions, vous avez l'insertion d'objets magiques dans le corps. Hein, ça fait partie Au du, chamanisme aussi, ouais. ça fait partie du rituel chamanique. Ces objets n'existent pas en réalité. On ne les trouvera jamais, mais le sujet, au moment de son initiation, il reçoit ces objets qui sont Ouais. censés lui donner l'ouverture de l'intelligence, du cœur, du don de guérison, etc. Ce sont des objets magiques qui vont lui conférer des pouvoirs magiques. C'est une opération magique, mais qui n'a pas de substrat physiologique. Euh, oui, alors ça c'est aussi un mystère, on va dire, qui est entre la réalité physique et la réalité subjective et psychique. Dans le chamanisme amazonien, on a ce qu'on appelle le siège du pouvoir, peut s'exprimer par ce qu'on appelle le flegme. Le flegme, c'est une substance qui est censée être à l'intérieur de l'estomac du chaman et qui contient des auxiliaires, des pouvoirs, aussi des petits objets comme des fléchettes, lorsqu'ils sont dans la sorcellerie. Cette chose a toujours été quelque chose de très mystérieux pour les ethnologues parce que on n'a pas réussi à le filmer. Il y a bien quelques chamans qui nous ont fait quelques gros crachats, mais c'était pas du tout ce flegme tel qu'il est décrit Consistant, voilà. et oui, oui. Alors on peut le voir lorsqu'on est sous ayahuasca dans le monde des visions. D'ailleurs on le voit là-bas sur l'écran. C'est une belle synchronicité. Et moi je connais quelqu'un qui me dit qu'il l'avait vu. Il avait vu dans la réalité physique un vieux chaman, un vieux curandero lui sortir. C'est cette chose qui était assez nébuleuse et en même temps assez matérielle de son estomac qui ressemblait à un serpent. Alors écoutez, il y a quand même quelque chose de pas très cohérent. Dans votre propre livre, très beau, hein, votre livre, belles illustrations, belles photos, bon papier, etc. Ça, c'est sympathique, hein. Un travail pareil. Non, je ne vais pas retrouver la page. Vous publiez les représentations des esprits des plantes. Vous savez dans quel... Voilà. Oui. Bon. Et alors, parmi, je vais essayer de voir si on peut le montrer à l'antenne. Parmi, vous avez... Alors, voilà. Celle-là, cette plante-là, C'est l'ayahuasca, ouais. c'est l'esprit de l'ayahuasca. Celle-là, hein, j'entends bien. Mhm. Alors, vous précisez dans la légende, je le lis, l'esprit de l'ayahuasca se présente sous l'aspect d'une femme. Elle soigne, protège et guérit à qui le demande. Elle est en contact avec tous les êtres de la nature visible et invisible, les esprits des autres plantes maîtresses comme le tabac, le toé, etc. Souvent, l'ayahuasca permet d'expliquer l'inexplicable. Quand on sait convoquer l'ayahuasca, tout ce qui est impossible devient alors possible. Bon. Alors, si vous avez un esprit de plante, là c'est l'esprit de l'ayahuasca, c'est le même terme que pour la boisson, mais enfin c'est comme ça. Si l'esprit de l'ayahuasca permet d'expliquer l'inexplicable, j'espère bien que lorsque vous l'avez rencontré, vous lui avez posé quelques questions. Alors, pour historique, ce texte n'est pas de moi. C'est en fait le peintre chaman qui explique sa perception de l'esprit de l'ayahuasca. C'est Jefferson Saldaña Valera, Logique. qui est peintre ayahuasquero et en même temps chaman. Oui, alors justement, pour en revenir à ces histoires d'acquisition de connaissances, ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est mon sentiment, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui de parler de physique quantique. Elle est un peu utilisée à toutes les sauces, je le reconnais. Mais ce qui est intéressant dans le monde des plantes, c'est qu'il y a tout du moins pour ce qui concerne la connaissance, c'est que l'ayahuasca semble vous proposer des modèles alternatifs et que elle vous offre la possibilité de milliers de possibilités de mondes, de concepts, de réalités,
Mais la conscience doit choisir. Il y a une interaction avec la conscience. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais prendre un exemple de la physique, si l'ayahuasca vous propose le modèle d'un atome complètement à l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui ou complètement exotique, la semaine d'après, vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent. Donc on a l'impression que l'ayahuasca vous emmène dans une sorte de monde multiple où tout est possible d'un certain point de vue, selon dans quelle branche d'univers on se situe. En fait. Alors, c'est les mais multivers. Mais Ouais. ce multiple aussi, ce monde multiple, c'est pas aussi peut-être aussi un peu toi Oui, certainement. Ouais. ou moi, Ouais, enfin, certainement, bien sûr. la notion de celui qui prend, c'est toujours, je trouve toujours une chose compliquée de définir et de. Moi, une des choses que j'ai appris avec l'ayahuasca, c'est d'essayer après, finalement, de pas tellement tirer de leçons d'une d'une dimension conceptuelle, plutôt d'essayer de vivre pleinement l'expérience et de garder le souvenir comme une émotion et une sensation. Parce que chaque fois que moi j'ai souvent, alors moi j'adore, hein, en plus je dis ça, je ne critique pas Romuald puisque je suis un fan de son livre et de la façon dont l'ayahuasca le secoue, il le fait partir justement dans ses multi-univers et fait venir ses théories. Mais je pense que c'est très difficile en tout cas d'avoir le discernement sous ayahuasca, à part dans la partie, je pense beaucoup plus qui est dédiée médicale, mais dans la part expérience, ce qui vient de toi, ce qui vient comme intuition qui est guidée par l'ayahuasca, il se peut aussi des fois que l'ayahuasca se joue de toi. C'est une coquine. Oui, bien sûr. Elle peut te mettre une Ah. fessée, elle peut te donner une fausse piste, Ah, elle peut exact. se jouer. Il y a des esprits. Il y a L'ayahuasca des n'est pas esprits que. malins chez... Ah, absolument. Bien sûr. Absolument. Et l'une des raisons, je ne l'ai pas dit, mais des diètes, hein, qui est très importante, c'est il y a certains plantes, les plantes, c'est un peu comme nous. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils. Et donc, il y a des mondes dans les plantes, et donc il y a des mondes de lumière, de médecine et d'ombre, de sorcellerie, etc. Et donc, le but de l'opération si on fait une diète, c'est se connecter au monde de médecine. C'est pour ça qu'il faut faire cette diète. C'est pour ça qu'il faut être si strict. Parce que sinon, on va se connecter à travers le monde de la plante à un monde peut-être plus sombre. Et là, on peut se faire balader. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des plantes qui sont très très difficiles à diéter parce qu'elles sont implacables. Des plantes plus difficiles, plus faciles que d'autres parce qu'elles ont un monde de lumière plus large, un monde de médecine plus large. Ou alors qu'elles s'associent bien ou moins bien avec vous. Il y a peut-être des Exactement. systèmes de sympathie, enfin. Exactement. Mais par exemple, vous avez une plante qui est dangereuse, hein, qui est le toé, qui est la datura. Là, je dis vraiment elle est dangereuse parce que dans l'ayahuasca, on peut avoir il faut pas s'amuser avec l'ayahuasca, bien sûr, hein. Et on peut avoir des accidents psychologiques. Mais avec le toué, on peut Ah en oui, je mourir, connais hein. quelqu'un qui en est parvenu encore. Voilà. Avec le toué, on peut en mourir, hein. Oui. Donc, il faut faire vraiment très attention. Mais par exemple, le toé est une plante où il y a un monde de médecine très très puissant. Les Indiens disent que c'est même la mère des médecines. Par contre, il y a des mondes d'ombre très très puissants. Donc, pour connecter la médecine, il faut être implacable avec la diète. Il faut vraiment être très sérieux. Sinon, on va même pas s'en rendre compte et on va se faire attraper par les autres mondes de la plante qui vont jouer avec vous. Et donc, et si on brise une diète, c'est par exemple, alors on peut faire une erreur, mais si volontairement on brise, parce que le sexe c'est un cas plutôt volontaire, on va dire, hein. Euh, et par exemple, là, on va retourner la diète. C'est-à-dire, et ça ça pour moi, c'est du concret. Retourner la diète, ça veut dire que la diète, alors moi, heureusement, je ne l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vu. C'est-à-dire que tout le positif devient tout le négatif. Donc, quelque part, vous êtes beaucoup plus mal qu'à un moment où vous êtes arrivé, quoi. Parce que vous êtes parti dans la partie sombre. Donc, c'est pour ça que les diètes, il faut vraiment faire Il faut attention. respecter, oui. Voilà. Mais tout ça nous a amené, pour accorder, il y a une plante particulière en Amazonie, on parlait de l'ayahuasca cielo, mais le toé, justement, qui est dangereux, est une plante aussi où il y a beaucoup de connexions avec des extraterrestres avec le toé. Ceux qui prennent du toé et les guérisseurs. Moi, je me rappelle des gamins qui m'ont raconté notamment une histoire. Ils me disaient que il avait pris un grand verre de toé et que là, d'un coup, voilà, il a vraiment vu, c'est un débarquement. Il me dit voilà, quand je veux un peu connecter certaines, et puis alors, faut faire le tri. Alors lui, vraiment, il dit vraiment dans les tri. Il y en a qui sont très bien intentionnés, qui ont une médecine très forte, parce qu'il parle toujours du point de vue du guérisseur. Lui, son Ouais. intérêt de communiquer avec les extraterrestres, c'est simplement d'avoir une bonne médecine pour soigner les gens. D'accord. Par contre, il y en a qui sont mal intentionnés. Hein, voilà. Et donc, il faut aussi, des fois, faut apprendre ça.
Non. Alors, nous allons essayer de continuer à dresser un tableau comparatif des phénoménologies de ces deux types d'expériences. Romuald parle, mais pas que lui, Strassmann aussi, mais des circonstances particulières au moment de ces rencontres avec ces entités spécifiques, où le mouvement s'arrête, où le bruit s'arrête. Ouais. Ouais, on a cette phénoménologie mais on a aussi, on retrouve ça aussi dans un autre cas qui est assez intéressant que j'ai rapporté aussi dans l'ouvrage. C'est le cas d'une créature logiquement mythique en Amazonie qu'on appelle la Sachamama. La Sachamama, Ah, j'allais y venir, oui. c'est un immense serpent qui n'est rationnellement pas viable puisqu'il il ferait plus de 50 mètres de long avec un corps de plus de 5 ou 6 mètres de diamètre. Un anaconda gigantesque qui vit tapis soit dans l'Amazone ou soit au cœur de la forêt. Et il reste des fois inactif pendant plusieurs siècles, ce qui fait que la forêt pousse directement sur son dos. Alors moi, au début, j'entendais ces anecdotes lorsque j'étais sur le fleuve, ces anecdotes de Sachamama, et bon, ça m'intéressait pas trop. Cette dimension cryptozoologique me faisait un peu sourire, et je me disais, ça fait vraiment partie de la mythologie indigène. Et puis un jour, j'ai questionné deux personnes qui étaient vraiment censées avoir rencontré cet être, et ils m'ont décrit leur expérience avec une force émotionnelle assez étonnante. Ils frissonnaient lorsqu'ils ils évoquaient la créature, et surtout me racontaient la circonstance de comment ça s'était passé. C'est-à-dire qu'ils étaient partis prospecter sur une coupe de bois sur un rio assez méconnu, pas très loin du rio Purus, donc vraiment dans l'Amazonie, vraiment profonde, hein. Surtout à cette époque, ça remontait à une vingtaine d'années. Et ils sont arrivés au détour d'un méandre, ils ont vu les oiseaux qui s'envolaient, ils ont entendu du bruit dans la forêt. Et lorsqu'ils ont regardé sur le côté, ils ont vu le corps d'une créature qui encerclait un arbre géant. Et à partir de ce moment, s'est produit un phénomène assez significatif. Le moteur de la pirogue a calé. Il n'avait Comme plus... les Exactement. voitures calent quand il y a Il n'y avait des ovnis. il n'y avait plus de notion de temps. Ils ont commencé à ressentir comme de l'électricité dans leur corps, à être paralysés. Et à ce moment-là, ils ont vu le visage de la Sachamama qui provoque des visions. C'est-à-dire que cette entité, ce serpent géant, lorsqu'on le regarde dans les yeux, provoque une sorte de vortex de vision. Alors il y a le beau-frère en fait de celui qui racontait l'expérience, a réussi, lui, à détourner son regard et difficilement, à moitié paralysé, à redémarrer le moteur, et ils se sont éloignés, et ils ont réussi à partir en fait de l'emprise de cette créature. Alors au-delà de la dimension mythique, moi ce qui m'intéressait c'était justement les parallèles phénoménologiques entre l'expérience, l'absence de temps, le calage du moteur, le ressenti d'électricité et de vibration dans le corps, la paralysie, et puis ensuite aussi l'apparition de visions et de phénomènes lumineux colorés. Voilà. Mais attendez, il y a une suite à cette histoire, parce qu'il semblerait, je mets ça au conditionnel, que Sacha Mama ait occasionné des dégâts Ouais, il y a considérables. eu un phénomène il y a quelques années dans la province de Nuevo Tacna, au Pérou. Les indigènes d'une petite communauté étaient terrifiés, mais vraiment terrifiés. Ils étaient une sorte d'hystérie collective et ils disaient la Sachamama était sortie de la forêt pour aller dans le fleuve. Et les autorités sont venues, ils ont survolé la forêt en hélicoptère et ils ont vu une trace, comme une trace faite au bulldozer de plus de 100 mètres de long dans la forêt. Et le gouverneur de la province a dit qu'il n'y avait pas d'engin agricole ou forestier qui aurait pu faire ces dégâts. Donc là, on est dans la partie, on va dire, matérielle de la créature mythique et de sa manifestation. Ça, c'est intéressant d'avoir une piste, hein. Mm. C'est comme disait Jung, hein, que les archétypes ne griffent pas, Ouais. n'impressionnent pas les radars et ne calent pas les moteurs de voiture, hein. C'est sûr. Là, on Ça, est vraiment dans quelque chose qui émerge de l'auto-émergence des mythes voilà, dans la réalité. enfin, c'est assez exceptionnel, hein, Oui, c'est assez exceptionnel, Sacha Mama. mais je pense qu'on peut aussi peut-être faire le parallèle avec les ovnis et tout un ensemble de créatures ou d'entités qui peuplent le folklore et l'ethnologie, quoi. Alors, le grand mythe, dont on parle un petit peu moins maintenant, parce que le phénomène ovni n'arrête pas de bouger, hein, et de se manifester différemment, mais le grand mythe de l'hybridation, est-ce que vous trouvez ça des alliances entre les entités et les humains? Est-ce que ça existe dans cette tradition?
dans la pratique curative, oui, puisque le chaman reçoit des informations qui vont lui servir dans sa pratique pour soigner des gens ou faire venir. On parle de chamans qui font descendre directement en relation avec des extraterrestres des blocs opératoires, ce que Yann parlait tout à l'heure, pour soigner un patient. Après, il faut savoir aussi que c'est pas quelque chose d'évanescent pour la culture indigène. Ces entités, elles sont répertoriées, elles ont des noms, elles ont des fonctions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a un consensus culturel autour de ça. Yann en parle dans son livre de Guillermo qui parle d'entités, par exemple extraterrestres, qui seraient nées dans les océans de la Terre avant même l'émergence de l'homme, ou voire même des mammifères, et qui seraient partis ensuite dans l'espace et qui aura encore des relations avec la Terre. Tu parlais aussi de régulateurs, c'est ça aussi, je crois, Yann, hein. Oui, il y a des histoires chez les Shipibo, notamment avec les régulateurs cosmiques. Alors ça, c'était l'histoire de... Les régulateurs Oui, cosmiques. Oui. alors, ouais, c'est la traduction directe, hein, Ouais. de ce que j'ai compris l'espagnol, je traduirai par régulateur cosmique, de mon petit espagnol. Mais l'histoire, je crois que c'est... Donc l'histoire, c'est sa grand-mère qui voit un être qui est endormi, un homme qui est endormi. Et donc elle le touche dans la forêt, elle le touche pour le réveiller. Mais un être humain ou Oh, oui, oui, humanoïde, ouais, ouais. humain, Ah, indien, humanoïde. Bon, d'accord. indien. Ouais, Enfin, j'ai pas de détails, mais il m'a dit ouais, quelqu'un. Voilà. ouais. Donc, j'essaie de traduire en mieux. Quelqu'un le touche, la personne devient immense, immense, pour grandir, elle devient un géant. Et puis elle a un courroucé, elle disparaît dans le ciel. Donc sa grand-mère, qui est aussi une guérisseuse, le soir elle dit bon bah je vais demander aux copains, elle prend de l'ayahuasca, elle appelle les esprits, elle lui demande, et là les esprits lui racontent, il dit ouais ça c'est des régulateurs, c'était un régulateur, en fait ils dormaient pas, ils travaillaient, ils équilibrent les astres en fait. C'est assez beau je trouve comme Oui. histoire, après voilà c'est une histoire Ah oui. et qui ressemble. Alors, donc, il y a une vraie présence aussi du monde extraterrestre dans la mythologie, finalement. Oui. Et dans bon, ça, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire, c'est pas un mythe, hein, mais c'est vraiment présent dans le monde indigène. Et une des choses là, par contre, qui venait directement de lui, c'était cette surprise de découvrir, hein, ce dont tu parlais, de découvrir que la conversation et le contact qu'il établissait depuis quelque temps avec des entités extraterrestres, en fait, était originaire de la Terre. Ça, c'était l'histoire, c'était incroyable quand j'ai découvert ça. Ils m'ont montré qu'ils étaient originaires du fond des océans. Des En fait, anciens, les grands ouais, anciens finalement. ouais, Oui, je sais pas, oui, voilà. antérieur Eh oui, c'est à les l'homme, grands. aux mammifères, Ouais. ce qui est possible en termes d'évolution, hein, là, J'ai en pensé termes à de Abyss de biologie. Cameron, tu vois. Ouais, exact. Ah oui. Il m'a l'air bien visité, de toute façon, dans ses rêves. Ça fait aussi penser à Lovecraft. Bon, c'est différent. Lui, il est plus dans l'aspect sombre des choses, mais en tout cas, ces grands anciens dont vous parlez, ça fait penser au mythe de Cthulhu et aux mythologie Lovecraftienne. Cthulhu, Ouais. oui. C'est C'est des vrai. énergies un peu plus lourdes, on va dire. Ouais, Oui, c'est exactement. Les... Toujours pour en revenir à mon cher McKenna, qui lui insistait tellement sur la présence des extraterrestres dans les trips qu'on fait avec la DMT ou les différentes substances. Quand on lui demandait ce à quoi pouvaient correspondre ces intrusions d'ovnis, il disait qu'il s'agissait pour lui de capsules temporelles et que c'était soit des visiteurs du passé, soit des visiteurs du futur qui viendraient nous visiter. Mais ça, ce sont simplement des spéculations. Par contre, lorsqu'il avait des expériences, il essayait d'avoir des réponses dans le dossier extraterrestre. Et déjà à l'époque, on parlait de divulgation. Toujours le grand rêve. Et il dit quelque chose, voilà. Il dit d'abord, bon, je dois mentionner la possibilité que ces engins volants ne sont pas des vaisseaux mais des capsules temporelles. Dans ce cas, nous serions probablement fascinés de contempler nos très lointains descendants venus nous porter le message d'un événement majeur. Et quand on lui demandait s'il pensait qu'on saurait ce qu'il en est du dossier OVNI, McKenna a répondu « J'étais en contact avec une entité à qui j'ai posé la question. Elle m'a répondu « Nous leur laissons croire que ce sont des extraterrestres, car sur Terre ils seraient bien plus épouvantés
s'il pouvait savoir de quoi il s'agit en réalité. Bon. Ça, c'est les propos de McKenna, hein. Et Ouais. il a conclu cette déclaration d'ailleurs avec un grand rire, comme vous savez, quand Mm. il frappait ses grands coups, il riait beaucoup, hein. Parce que vos chamans vous parlent quand même de contact avec d'autres planètes. Vénus, Jupiter, non pas Vénus, Jupiter, Ganymède. Non, non, pas. Ils mettent pas de nom parce qu'ils n'ont pas cette culture d'avoir nommé tel que l'ont fait les astronomes et les astrophysiciens les astres, mais ils décrivent des mondes qui sont susceptibles d'exister et qu'aujourd'hui l'astrophysique commence à découvrir de plus en plus des mondes extrasolaires, des exoplanètes. Donc oui, eux ils disent qu'ils utilisent un réseau, hein, c'est vraiment ce qu'ils appellent, on pourrait comparer ça à une sorte de web, de web cosmique qui passe par l'intériorisation. Euh, à savoir effectivement comment ça fonctionne. Eux, ils disent se relier à de multiples entités à travers le temps, à travers l'espace. Pablo m'avait montré une peinture un jour, il me disait, tu vois, là tu as un chaman Shipibo qui est en conversation avec un moine tibétain. Ben, ce moine tibétain, il est mort depuis 500 ans. Parce que dans le monde des visions, il y a pas de temps, il n'y a pas d'espace en fait, hein. C'est une sorte de monde simultané où on peut côtoyer des gens qui sont morts ou des gens qui ne sont pas encore nés. Oui, Donc, mais dans les grandes religions, c'est un peu ça. Et juste une petite, et on va faire une pause, juste une petite note qui m'a surprise. Dans votre livre, vous dites que lorsque les entités apparaissent, elles n'apparaissent pas comme ça. Enfin, moi, quelquefois, il semble apparaître des motifs géométriques qui hum, s'organisent, qui bougent, parce que tout est très, on le voit très des bien dans le patterns, film ouais. de Yann, hein, et elles finissent par se transformer en entités. Alors ça m'a rappelé quand même certaines euh, descriptions de voyants dans les apparitions mariales, qui ne décrivent pas l'apparition de la Vierge de but en blanc comme ça, mais qui décrivent dans le ciel la formation d'un nuage qui peu à peu va s'organiser et qui va former la Vierge. Mhm. Donc on rentre quand même dans une sorte de dimension sacrée, hein, une dimension mystique, enfin. Au moins un processus structurel ouais, qui est commun et qui est plus basé sur de l'information que sur de la matière. Parce que les patterns, en fait, on dit des patterns qui sont les atomes de la réalité visionnaire. C'est-à-dire qu'à partir de ça s'organisent non seulement des entités, mais aussi des scènes beaucoup plus figuratives. Les séquences filmiques dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, oui. Donc au début, dans les visions, on a ces structures géométriques, à la fois géométriques, organiques, diaphanes, diffus, et puis qui s'organisent, et puis qui viennent vraiment structurer le monde visionnaire. Ouais. Et nous avons ça comme le paysan chinois qui rentre dans l'océan pour recueillir l'écume. Et quand nous regardons, qu'est-ce que nous avons comme information en réalité? Mais après, on retombe sur ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire quel type d'information, quel type de connaissance. Tout à l'heure, on parlait de McKenna qui pense que ce sont des capsules temporelles. Pour moi, connaissant bien l'expérience avec l'ayahuasca et la cogitation en fait dans l'ayahuasca, c'est tout à fait le type d'information que pourrait vous donner la diméthyltryptamine, c'est-à-dire les plantes. C'est-à-dire que si vous réfléchissez sur savoir qu'est-ce que sont les ovnis, c'est pas étonnant qu'à un moment, en vision, vous allez voir une histoire de bulles, de capsules, de rapport à la temporalité, au futur, et donc vous allez en déduire cette conception qui est à mon avis une conception à Terence McKenna, et le lendemain elle aurait pu être complètement différente. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Nous parlons d'information et vous parlez de déduction. Une information, c'est quelque chose qu'on reçoit. Une Mm. déduction, c'est notre interprétation. Oui, quand on extrait quelque chose, oui, du magma visionnaire, ouais. Bon, Mm. alors nous allons faire une pause et nous allons reprendre ça. Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet, c'est ici et maintenant.com. L'émission La Vague d'OVNI, ce soir animée par Marie-Thérèse de Brosse, en compagnie de Romuald Le Terrier et Yann Kounen. Alors pendant la pause, j'en ai profité pour fouiller mes petits papiers parce que j'aime bien les citations exactes, hein. Je déteste l'apépraïsme. Et j'ai retrouvé ce que dit McKenna à propos de la divulgation. Alors il précise que pour lui, une divulgation de la vérité entraînerait un immense chaos dans nos sociétés. Et maintenant, j'ouvre les guillemets. J'ai abordé cet aspect avec une des entités et elle m'a répondu: nous avons préféré que vous pensiez à une invasion alien parce que les populations seraient paniquées
si nous leur laissions découvrir ce qui se passe vraiment. Ce qui veut bien dire que, d'après cette entité, il ne s'agit absolument pas d'aliens. Bah, c'est une question qui est vraiment intéressante en fait cette réflexion parce que qu'on soit avec la Pachamama, avec les ovnis, avec d'autres entités, mais la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans le réel, quelle est cette intelligence dans la réalité qui cherche à s'interfacer et communiquer avec l'être humain. Euh, j'ai un ami que je connais bien qui prend régulièrement des plantes également, et lui me dit souvent être en relation avec des entités qu'il caractérise comme des extraterrestres, et il a souvent des conversations avec eux en vision. Et il a posé une question un jour, mais pourquoi vous ne manifestez pas? Et la réponse des entités était vraiment intéressante parce qu'ils parlaient par le biais de l'image, comme dans les visions. Ils ont dit, mais euh, l'image que vous avez pour l'instant des extraterrestres, lorsque on étudie votre imaginaire, vos films, on est sur une dimension extrêmement agressive, une représentation extrêmement agressive et effrayante. Tant que vous percevrez ça de nous, on ne se manifestera pas. Et cette information elle est intéressante parce qu'elle colle parfaitement avec cette théorie d'une interface, d'une interface de dialogue avec ces entités. Tant que l'humanité n'aura pas une position sereine, une représentation sereine de ces créatures, comme les Shipibo qui voient, eux, des médecins occidentaux dans les visions, on ne pourra vraisemblablement pas entrer en contact avec eux. C'est ce que disent ces entités à cet ami. Et puis il y a un point aussi que je voudrais revenir, qui est un point récurrent. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les plantes comme l'ayahuasca et qui en viennent à cette hypothèse. Ils disent en fait que dans l'ayahuasca, il y aurait quelque chose, ou dans les plantes visionnaires, il y aurait quelque chose qui aurait été déposé par une intelligence, vraisemblablement d'origine extraterrestre, une forme de nanotechnologie extrêmement développée. Et c'est ceci qui s'interfacerait avec nos neurotransmetteurs dans le cerveau lorsqu'on ingère les substances. C'est une hypothèse, une vision des choses, bien évidemment. Et on peut faire référence bien sûr aux travaux de Graham Hancock qui va dans ce sens aussi dans ses dernières recherches sur le sujet. Donc une nanotechnologie qui daterait de... Indissociable du vivant en fait. Une sorte de passerelle entre culture et nature puisque la vie serait une forme de technologie extrêmement développée et indissociable de la biologie en fait. C'est pas si déplaisant comme hypothèse d'ailleurs. C'est vrai. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que toute la matière, même celle qui nous constitue, serait intelligente parce que dotée d'informations. Seulement, c'est nous qui ne savons pas la... Et c'est peut-être cette information et cette énergie, avant d'être matière, qui essaie de communiquer par des interfaces, qu'elles soient d'origine ovni, extraterrestre, Sachamama ou Et autre apparition. entité. Et apparition, bien sûr. C'est la même chose, oui. Ça vous fait sourire, Yann? Non, je repensais à la petite histoire du marchand de glace de Pucallpa qui raconte Benny Shannon dans son livre sur la phénoménologie de l'ayahuasca, qui est professeur de sciences cognitives à l'université de Jérusalem. Et donc lui, il racontait cette histoire. C'était c'est l'histoire de Dieu qui, une fois qu'il a créé le monde et qu'il a tous ses secrets, il va se dire qu'en faire. Donc c'est très anthropomorphique, hein. Donc par rapport aux êtres humains, il va se dire dans un premier temps, je vais les mettre sur la Lune. Comme ça, quand ils seront capables d'aller sur la Lune, peut-être ils seront capables de les trouver. Ce qui est un peu 2000 ans de l'espace. Ah oui, Hein. absolument. Oui. Et puis après, ils réfléchissent, ils disent, mais oui, mais ceux qui vont être capables d'inventer les outils pour aller sur la Lune, est-ce que seront-ils les bonnes personnes pour recevoir ces secrets? Donc, pris d'un doute, il se dit après qu'il les mettra au fond des océans. Et puis après, c'est le même problème. Ceux qui vont descendre, seront-ils ceux capables de le recevoir? À ce moment-là, il a une idée lumineuse. Et il se dit, je vais la cacher au fond de l'esprit de chaque être humain, comme ça ceux qui feront le chemin pour les trouver pourront y accéder. C'est merveilleux parce que la tradition soufie rapporte à peu près cette histoire. Seulement, elle ne le met pas dans l'esprit, elle le met dans le cœur. Voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, si on essaye de faire essayer de faire une espèce de bilan, il semble quand même que dans les recherches sur la DMT, enfin la DMT, l'ayahuasca, etc., toutes ces substances entéogènes, nous proposent un modèle, enfin une existence de contact visiblement avec ce que nous appelons, question de vocabulaire, des ovnis et des extraterrestres. Bon.
Je ne sais pas si on peut quand même réduire tout ce que le dossier de l'ufologie sérieux, je ne parle pas du dossier des allumés qui prennent n'importe quelle information sur Internet, coupée, collée, Dossier matériel, oui, et des voilà. traces au Bon, sol, tout ça bien sûr. est-ce que on peut pas tout réduire à une action sur le cerveau d'une molécule qui nous fasse ouvrir notre perception? Il semble qu'il y a quand même un vécu qui résiste. Ne serait-ce que, les cas sont rares, mais il y a quand même certains cas d'enlèvement, je dis bien qu'ils sont rares, où les personnes ont subi l'expérience, et pendant qu'elles subissaient l'expérience, elles n'étaient plus dans le lieu où elles étaient censées être. Parce qu'en général, elles sont dans leur lit, dans leur voiture, dans leur jardin, elles sont enlevées, donc elles vivent tout seules, hein, mais elles se retrouvent bien dans leur corps, etc. Et s'il y a un témoin, parce qu'il y a des femmes qui sont enlevées dans le lit conjugal avec le mari à côté, et le mari témoignera, non, écoutez, ma femme, elle n'a jamais bougé de son lit. Mais enfin, il y a quand même quelques cas où les gens se sont déplacés. Moi, j'ai vu un cas aux États-Unis, je ne sais plus son nom, j'en parle longuement dans mon livre, qui était sur une autoroute avec sa femme, un de ses amis et la femme de ce copain. Lorsque le moteur de leur voiture a calé, comme d'habitude, les femmes sont restées dans la voiture et les hommes ont ouvert le capot. Et pendant qu'ils ont ouvert le capot, il y a eu une espèce de reflet métallique sur le moteur qui leur a fait tourner la tête vers le ciel. Et là, ils ont vu un ovni. Bon, ça c'est tout à fait classique. Mais ce qui n'est pas classique du tout, c'est que mon témoin, je suis navrée de ne plus savoir son nom. Bon. Devant les trois amis, a été littéralement happé. L'histoire est intéressante parce que dans ce cas-là, évidemment, 911, ses amis ont appelé la police, qui est venue, déposition, etc. Cette histoire semblait totalement incohérente, à ceci près que cet homme a été littéralement propulsé sur une autoroute sur laquelle il a atterri assez brutalement. Il avait 113 marques sur le corps. Il était en Floride, je me suis déplacée pour aller le voir. Il n'a rien voulu me dire. Il est dans un trip totalement mystique, il n'a pas le droit de parler. Mais enfin, on l'a retrouvé à quelque chose, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais on l'a retrouvé quand même quelque chose comme 150 km de l'endroit où il a disparu. Ouais. Il a été enlevé, etc. Bon, mais je dis ça c'est rarissime, parce que quand on gratte en général, les gens font état de disparition, de réapparition ailleurs. Bon, il y a quand même quelques cas. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout expliquer simplement Bien par... sûr. Vous êtes quand même Bien d'accord? sûr, moi je pense, enfin, de ce que j'ai, en parlant avec Pablo Marengo, il disait, alors moi je lui ai posé la question, je lui ai dit c'est quelque chose qui se passe uniquement par l'introspection et donc qui est une expérience psychologique ou il y a des ovnis qui sont physiques? Et lui il me disait mais c'est simple, il y a des civilisations qui ont évolué comme nous vers la technologie, enfin comme les occidentaux et qui donc ont développé des moyens de voyage qui sont technologiques et d'autres par économie, les distances étant absolument phénoménales, ont préféré passer par l'introspection et donc utiliser ce web qu'utilisent les chamans, ce web galactique. Donc c'est des propos de Pablo Marengo, hein, donc c'est pas mes propos. Après je pense que voilà, aujourd'hui on a soulevé des questionnements qui sont dans l'ethnobotanique depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Ces questionnements-là ne vont pas du tout en opposition avec l'hypothèse tôle et boulon, on va dire, dont parlait Didier tout à l'heure de machines qui ont laissé des traces indéniables au sol, repérées par le GEPAN, le CNES. On peut pas balayer ça d'un revers de la main. Je pense qu'il y a de multiples civilisations dans l'univers, enfin c'est une hypothèse encore, toujours une supposition, et il y en a qui passent par l'introspection et d'autres qui ont des machines vraisemblablement. Mais ce que je trouve moins intéressant dans le rapport entre UFO et ayahuasca, c'est du point de vue indigène, c'est de se dire la réalité, c'est pas, elle se pose pas la question s'il y a des extraterrestres ou pas, c'est que il y a plein de choses. Il y a déjà tous les esprits des plantes, toutes les entités esprits. Ensuite, il y a la découverte d'autres entités qu'on pense extraterrestres mais qui sont terriennes, les entités extraterrestres. Et là-dedans, tout le travail du chaman est de trouver des bons interlocuteurs, ceux qui sont bien intentionnés, qui ont des choses à
à transmettre pour le bon. Donc, du point de vue, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du monde de l'ayahuasca et de la guérison, la question d'extraterrestre, de la validité ou non des choses, elle ne s'effleure pose pas. Bien sûr. Oui, mais pour nous, surtout nous autres occidentaux, notre esprit est assez formé que nous avons besoin de certitude. C'est-à-dire on a besoin d'empacter les choses dans des petites boîtes confortables. On sait, ceci c'est du domaine du rêve, ceci c'est du domaine du entre guillemets réel, tout en sachant que le réel ne correspond pas à ce que nous appelons le réel, hein, Bien parce sûr. que nous lui avons assigné des normes qui sans doute ne sont absolument pas celles qui existent. Je crois que la seule conclusion qu'on puisse faire, c'est que on n'a plus qu'à continuer à bosser, vous croyez pas, tous les deux? Exactement. À bosser, à s'ouvrir à un réel qui est moins. Je pense qu'en vraiment, par la science est formidable, on peut agir sur la matière parce qu'on décrypte complètement le réel, mais psychologiquement et dans notre esprit, on se coupe de plein d'autres réels et on perd aussi toute une potentialité. Voilà Alors, ce que je dirais. Moi. alors je conclurai avec toujours cette phrase d'Aimé Michel que j'aime tant. La réponse est la mort de l'intelligence. Donc continuons à chercher, n'ayons pas trop vite de réponse, vous êtes d'accord? Volontiers. Bon, alors je vous remercie tous les deux. Merci. Merci Merci à Romuald, vous. bravo pour votre livre. Merci Yann. Ah, vous allez faire vous tournez la suite de 99, non? Je me suis laissé dire. Peut-être. Le cinéma est un domaine où on écrit, on cherche à financer, on monte, les projets se font, on se défend, c'est moins. Tout ça est mouvant, un peu comme. Vous Voilà. n'allez pas partir du côté de l'Afrique du Sud, non? Quelque chose Oui, comme mais ça, ça? c'est peut-être pas pour autre chose, ça c'est plus direct, oui. Je vais peut-être faire une mini-série. Sur quoi? Sans doute faire une mini-série sur l'adaptation d'un thriller. D'ailleurs, avec des états modifiés de conscience, tiens, voilà. J'en dis pas plus. Ah bon? Ça Un me petit passionnera. peu. Bon, je vous remercie tous les deux. Au Merci à vous, revoir. au revoir. Merci à vous. Bonsoir. Et merci à vous trois. Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com.